Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où on rouvre les dossiers que tout le monde prétend avoir fermés. Moi, c'est Sarah, je suis productrice de podcasts et romancière. Et cette semaine, j'ai compris qu'à Las Vegas, après un combat avec Tyson, si je suis dans une bagnole avec Suge Knight, moi, je rentre dormir. Et salut, moi c'est Yéna. Et cette semaine, j'ai appris que quand tu écris un bouquin où tu décris en détail comment s'est passé un meurtre, il va falloir faire attention que la police ne le relise pas derrière. Et nous, on est potes depuis 15 ans et quand on a un problème avec quelqu'un, juste on unfollow sur Instagram. On lance pas des grandes guerres East Coast, West Coast. On aimerait bien des fois. Ouais, franchement, c'est un peu stylé. Cette semaine, on va parler de Tupac Shakur, Las Vegas, 7 septembre 1996. Le plus grand rappeur de sa génération, un des plus grands rappeurs de sa génération, tué dans un drive-by à l'âge de 25 ans. Il y a 3 suspects principaux, un seul qui est encore en vie et un procès qui est enfin prévu en août 2026. Et avec nous cette semaine, Arthur Gomez, humoriste S-Rap. Comment on te présente ? Parce que moi, quand je t'ai découvert, je me suis dit, putain, c'est un humoriste, il connaît grave bien le rap. Mais Benjamin, notre producteur, quand je lui ai parlé de toi, je vais te balancer Benjamin, il m'a dit, mais ce mec, c'est Rap Genius en fait. Ce qui est un excellent compliment. Ouais. Voilà. Merci Benjamin. Je m'appelle Arthur Gomez, j'adore le rap et je fais du théâtre, je suis comédien au théâtre et là j'ai fait un seul en scène parce qu'à force de pas avoir de travail, je me suis dit je vais faire mon propre travail et j'ai réuni les 2 passions dans un seul spectacle, à savoir le rap et la comédie. Et toi, t'es plus East Coast ou West Coast ? Attention, ça peut changer tout le reste de l'épisode comme réponse. Ouais, en fait, disons que je suis East Coast pour l'écriture et je suis West Coast pour l'aura. Hey. C'est exactement ce que je pense depuis des années. Ouais. Je n'avais jamais réussi à l'expliquer. C'est exactement ça. Ouais, c'est Rap Genius, voilà. Ouais. Installez-vous, sortez vos bandanas, les théories du complot et votre meilleur California Love. Nous, on a du temps à tuer. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce dos énorme. On va peut-être expliquer notre rapport au rap, parce que c'est peut-être pas évident quand nous, on nous regarde comme ça, des petites meufs. Bon, moi, oui, toi, en fait, t'as bossé quand même. Toi aussi, t'as bossé dans la musique. J'ai écrit. Ouais, oui, moi aussi, en fait. Voilà. Moi, je voulais qu'on me laisse parler de rap. Comme c'est pas un métier, je me suis dit, je vais être journaliste. Et je suis devenue journaliste rap. Maintenant, je suis juste journaliste, mais je voulais juste parler de rap avec quelqu'un ou que quelqu'un m'écoute parler de rap. C'était ça, mon plan de carrière. Mais c'est très bien. Ça a bien marché. Ça part d'une passion en même temps. Et toi, c'est quoi ton rapport à la musique ? Mais de toute façon, c'est une des raisons pour lesquelles on est copines aussi. Hein. Oui, moi je voulais tout faire en fait dans la musique, de ingé son à star, en passant par ghostwriter. Je trouve ça trop stylé. Bon, au final, en bon Gémeaux, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai excellé dans rien, mais j'adore ça. Félicitations. Et toi, Arthur, on va y revenir, mais le rap, c'est toute ta vie. Oui. Voilà. Ok, très bien. Et on va pitcher un peu. Tu veux le faire ? Je le fais ? Comme tu veux. On est à Las Vegas, on est le 7 septembre 96. Tupac Shakur sort d'un match de boxe au MGM Grand, un combat où il y a quand même Mike Tyson qui joue. Il monte dans une BMW qui appartient à Suge Knight, qui est à l'époque le grand patron de Death Row. Un label, on va y revenir, on va détailler. Et tout ça, ils partent, tout ce convoi-là part en after. Un feu rouge, il y a une Cadillac blanche qui s'approche, côté passager, qui tire 4 balles de calibre 40 dans Tupac, 2 dans la poitrine, 1 dans le bras, 1 dans la cuisse. Et 6 jours plus tard, Tupac est mort. Il a 25 ans. Et 30 ans après, on se pose toujours la même question. Enfin, on commence à savoir un peu la réponse, mais qui a tiré ? Pourquoi ? Et est-ce que quelqu'un sera un jour inculpé dans cette affaire ? Je pense qu'on le saura bien assez tôt. Et il y a Suge qui conduit la BM. Oui. Ouais. Mais on va reparler de Suge, je pense que c'est... Mais il n'est pas touché dans la fusillade ? Non, okay. Il n'est pas trop touché. Il est émotionnellement, impliqué, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que les coups de feu, il me semble, viennent du côté passager, et Suge est beaucoup plus gros que Tupac, et pourtant, il n'en prend pas une. Non, c'est comme bien... Tu vois, là, il plante des graines, déjà. C'est clairement des sous-entendus que j'aime bien les coïncidences. J'ai une super anecdote sur Suge Knight. Ah, waouh, vas-y, je sais pas. Non, mais je la dirai après quand on parlera de lui. D'accord. Je vous tease un peu là. J'ai bossé pour lui. Donc du coup, tu l'as rencontré, genre ? Il t'a fait la bise, genre ? Non, genre il fait pas la bise. Il est grand ? Il t'a serré la main ? Non, il est très imposant. Oui.
Non, mais c'est pas un truc de serrer la ouf. main Hein. de Shock Knight. C'est pas un truc de ouf. Hein. J'ai vendu des t-shirts et j'étais pas la seule. Ouais. Il y avait une armée et on devait se balader avec des t-shirts. Bon, voilà, je spoil déjà. Des t-shirts Non, Destro. oui, Ouais, c'est des ça. Maintenant, t-shirts Destro, ils nous payaient pour ça. c'est ce que j'allais dire. T'en as encore? Non, non, parce que j'étais trop con. Je me disais, mais c'est qui ce. Mais c'est les t-shirts Destro de l'époque, De genre, l'époque. avec le gros grammage Oui. épais. Tu sais que ça, si t'en avais gardé, ça vaut genre $10 000. Mais non, t'es sérieux? Mais bien sûr que si. Ok. Alors moi aussi, je vais raconter une anecdote de meuf qui comprend rien. Ma mère, mes parents partent à New York en 2006 et ma mère me dit, en rentrant, elle me dit j'ai vu un grand concert au Madison Square Garden. Je sais pas comment elle s'est arrangée, la meuf. Elle me dit bon, je t'ai pris un CD, je te l'ai ramené. Elle me ramène le Jay-Z Madison Square Garden 2006. Wow. Je lui dis mais comment t'es rentrée? Elle m'a dit je sais pas. J'ai parlé avec un monsieur à l'extérieur, il m'a trouvé sympa, il m'a laissé rentrer. C'était lui? Non, c'est pas lui, Ah. c'était un vigile. Mais Non, mais les c'était Shug. les Moi, j'étais là, places, elles c'était sont à Shug. $12 000, Shug, tu vois. ouais. Et ma mère me dit ah mais c'est vachement bien GZ. Ah, ok, ouais, bah ouais. ok, pareil. La Ah mienne, ouais. elle appelait David Guitar. Très très bien. Et toi t'es chez Watt, tu fais rien, tu vois. Ta mère elle est en oh, Jay-Z, Ouais, Madison c'est Square Garden, tu vois. C'est quand même. Je pense que c'est l'époque de Black Album, un truc comme ça, quoi. C'est enfin. C'était quand 2006 2006. Ouais. Voilà. J'ai une pas autre Blue anecdote Press. sur Ah, bah, Mike Tyson, mais celle-là, je la dirai plus tard. Sinon, vous allez me prendre pour une grosse mytho. Mais après moi si tu veux tu sais que les anecdotes de rappeurs c'est ma spécialité. Je sais que Tout le c'est monde un me câble prend de ouf. ma On te prend pour une grosse mytho. Parce Tout que... le monde me prend pour une mytho alors que juste je suis toujours là, au bon endroit, au mauvais moment. Arthur, quand je t'ai contacté, on se connaissait pas. Moi, je suivais ton travail sur Instagram depuis plusieurs mois et je t'ai dit, bah viens, tu veux venir parler de Tupac avec nous? Pourquoi t'as accepté, vu que je suis son père? Parce que moi non plus, je suis son père et que c'est un honneur de parler de gens comme ça. C'est ma passion. Là, je viens vraiment en qualité de gens qui viennent apprendre des trucs parce que Tupac, je suis pas méga spécialiste, mais disons que Tupac est à Eminem, ce que Eminem est à moi, et du coup, par conséquent, je suis fatalement intéressé. Et j'ai 2-3 anecdotes aussi, surtout par le prisme de l'écriture, parce que Eminem, depuis 98, il a toujours laissé des indices à propos de la mort de Tupac et sa position par rapport à Diddy, à Shug, à Death Row a toujours été bien claire, quoi. C'est vrai en plus. On explique rapidement ton hâte. On dit encore hâte en 2026. Ton hâte Instagram, un de tes hâtes Instagram, c'est The Marshall Method. Yes. Ton rapport au rap est très, très, très corrélé au travail d'Eminem, ton spectacle aussi. Oui. Pas que, mais principalement. Donc, si voilà, tu parles, c'est pour les auditeuristes qui te connaissent pas. T'as parlé d'Eminem, mais c'est un prisme de lecture pour toi des textes, du rap et au sens large qui est important. Donc, toi, ça sera ton prisme. Nous, on dira d'autres trucs. Peut-être vrai, peut-être faux. Voilà. Toi, tu vas beaucoup nous parler du rap et du rapport à l'artiste, à la fan-attitude, parce que c'est aussi ça, Tupac. C'est des centaines de millions, je sais pas, je dis des faux chiffres, de fans. C'est des vrais chiffres, je pense. Des centaines position... de milliers, virgule millions, ce n'est pas un chiffre. Non, c'est pas un chiffre. Mais ce que je veux dire, c'est que ma position est vraiment celle d'un fan. C'est de ça dont je me permets de cette position dont je me permets depuis laquelle je me permets de parler. Sinon, je me tais, quoi. Je suis pas un spécialiste. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Oui, nous, surtout. Vraiment. Nous, vraiment, parfait, notre carrière est basée sur le fait qu'on n'est pas au courant, mais on en parle quand même. Voilà. Okay. Vraiment un fake it till you make it depuis les années 80. Pourquoi on est trop contente de parler de Tupac Parce que Tupac, alors je vais dire un truc, mais oui, parce que Tupac est Gémeaux, le plus grand Gémeaux de l'histoire des Gémeaux, avec Biggie d'ailleurs qui était aussi Gémeaux et Kendrick Lamar qui sont aussi Gémeaux, des lyricistes agréés bien sûr. Non, parce qu'en vrai, Tupac c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse, mon adolescence, et parce qu'il y avait évidemment deux grandes questions qu'on se pose tous dans la vie. Où est Xavier Dupont de Ligonnès et qui a commandité le meurtre de Tupac? Voilà, moi, personnellement, je veux des réponses. Une fois que tu as ces deux réponses, tu peux mourir tranquille. Ouais, je pense. Right. Bon, moi, j'étais amoureuse de Tupac. Voilà, allez, comme ça, c'est fait. Comme tout le monde, ouais, c'est vrai. Hein. Et c'est aussi, je te l'ai dit en off quand on a préparé l'émission, moi, j'ai changé 14 fois de théorie sur qui a tué Tupac. Je peux encore changer d'avis, c'est pas dit, mais c'est un truc qui, depuis très longtemps, depuis... pour ma part, 2005-2006, c'est beaucoup changé d'avis. Et puis à chaque fois que j'ai changé d'avis, j'ai eu peur d'une personne. Ça draine aussi, je trouve, dans l'histoire. Pour quelqu'un qui aime le rap, c'est un vrai statement de se dire, ok, si c'est Suge Knight, on en reparlera, si c'est Suge Knight, bon, alors du coup, est-ce qu'on aime les artistes Death Row, tu vois, et puis même eux, ils ont hyper peur, tout ça. Et puis, moi, c'est vrai que, tu l'as si bien dit, moi, je suis quand même une meuf East Coast. Ah ouais. À la base, je suis très, très, très East Coast, sauf pour Tupac, qui, pour moi,
c'est quand même un peu au-dessus. Bah, Mais il est né Il y à a New York. Nas Hein. et il y a Tupac. mais ça reste un mec. Moi, dans mon cœur, je sais que c'est un mec East Coast, mais je crois on Lui, peut non. pas le dire. Non. On peut pas le dire sans se faire fusiller en fait en sortant de ce mais de studio. toute façon, il a bougé à 10 ans, donc Oui, voilà. tout ce qu'il a. Ouais. On va parler de Tupac, on va rentrer dans On le peut ça présenter fait 45 Tupac, minutes qu'on a parlé de Oui. tout sauf de l'affaire en elle-même. Tupac Amaru Shakur, son vrai nom, il est né le 16 juin 71. Voilà. C'est un Gémeaux à New York. Sa mère, Afeni Shakur, dont on entendra beaucoup parler après sa mort, est une militante afro-américaine des Black Panthers. Lui, il grandit dans un climat de pauvreté, il déménage constamment, mais quand même, il suit pas mal de formations. Il suit une formation de danse, de chant, de théâtre à la Baltimore School of the Arts. Et après, à un moment, il déménage plus ou moins définitivement, en tout cas un petit temps, dans la banlieue de San Francisco. Et là, il tombe vraiment dans un quartier très très défavorisé qui s'appelle The Jungle, dans le milieu des quartiers défavorisés. Et c'est là qu'en fait, il bascule plus dans la rue que dans la délinquance et surtout dans le rap, quoi. Tout ce qu'il a appris auparavant, mais quand même, le mec, il s'est rappé, mais il sait aussi chanter, faire du ballet, du théâtre. C'est quand même une formation assez complète artistique. Je ne sais faire aucune de ces disciplines, donc je vais un petit peu m'éloigner de ce sujet. Il sort en 91 un premier album de rap qui est semi-confidentiel quand même. Par contre, en 93, il sort un album qui s'appelle Strictly for My Niggas, qui est certifié platine, qui est un énorme classique, qui est déjà un classique dès le moment où il sort. Hein. Il sort, voilà, ça devient platine, je l'ai dit, et tout de suite, ça enchaîne. On lui propose des rôles au cinéma, genre des grands classiques, genre Juice, genre Poetic Justice. J'ai dit des grands classiques pour les gens plus jeunes qui nous écoutent. C'est pas non plus des succès de fou au box-office, hein, ce film-là, j'ai l'impression. C'est pas. Je pense c'est que correct. Je pense que c'est devenu classique Après. avec le temps. Bah oui. Quand t'as Mais Janet moi, et je tout trouve ça. que c'est des super. Alors, c'est vrai que peut-être que ça a un peu mal vieilli maintenant, mais ça. Enfin, tu vois, tu parles de Juice ou de Poetic Justice à n'importe qui de nos très jeunes âges. C'est des films et qui aiment un peu la musique, tu vois. Voilà, oui, qui aime. Donc, tu penses que toi, c'est Ouais, je pense que c'est un peu underground que niche. je. Ouais. Ok. Bref, il est considéré déjà comme beaucoup comme le rappeur le plus complet de sa génération, un lyriciste, et puis surtout, il est militant, Tupac. Il est déjà très grande gueule, et déjà très beau. Hein. Le magazine Rolling Stone le classe 86e plus grand artiste musical de tous les temps, et tout confondu aujourd'hui à date, c'est 75 millions d'albums vendus dans le monde. Arthur, c'est quoi la fascination du public pour ce rappeur-là? Est-ce que ça tient en fait qu'il soit beau gosse, qu'il rappe déjà très bien, qu'il est déjà très engagé, ou que c'est un peu un gangsta? Ça tient, je pense, à plusieurs choses. Et la principale, c'est que Tupac, il a organisé sa carrière autour de sa mort. C'est-à-dire que sa mort, soit sous forme de théorie du complot, soit sous forme d'assassinat, soit sous forme de fatalité, soit sous forme de prophétie biblique, ça a été un des sujets récurrents dans son œuvre. Et en fait, quand on y réfléchit bien, le fait de mourir à 25 ans, c'est-à-dire au pic de sa beauté physique, comme tu le soulignes, mais de son prime artistique, etc., pour lui, c'est une manière de rester immortel, en fait, de Ouais, partir à ce moment-là. Et il y a eu plein de morceaux et de clips où, par exemple, dans I Ain't My Nature, il se met en scène en train de se faire tirer dessus dans le clip, et ensuite il se met en scène en train de revenir. Et le personnage de Machiavelli s'est inspiré de Machiavel, et Machiavel, son rapport à tout ça, c'est il faut feindre sa mort pour revenir plus fort après. Et en fait, quand tu mets tout ça en place et qu'il t'arrive ça, donc ça, effectivement, c'est un drame, c'est tragique, etc. Par contre, en termes de storytelling, ça vient nourrir un truc qu'il a mis en place de son vivant. c'est ouf. Et Tupac cristallise tout ce qui fascine l'opinion publique, c'est-à-dire à la fois, comme tu le dis, la culture, le goût, le raffinement et les émotions extra, plus. C'est-à-dire que quand on voit Tupac avoir une émotion, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, ce sont des émotions méga, giga exacerbées. Même quand il y a des interviews de lui en prison, où il est dans une certaine forme de neutralité, même cette neutralité-là, elle est giga, méga exacerbée. Et c'est ça qui, chez n'importe quel être humain, fascine, parce que on se dit, on voit quelqu'un qui, au travers de son œuvre, accepte de se faire dépasser par ses propres émotions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup la question de l'homme, l'artiste. Lui, il a sacrifié l'homme au nom de son art. Et c'est biblique comme récit, quoi.
Je pourrais t'écouter parler, mais pendant des Ouais. heures. Il y a un truc Non, qui mais est tu pourrais assez me réciter des listes de courses, ça me fascinerait. Il y a un truc qui est assez fascinant aussi. Alors là, je vais parler un peu plus pour les personnes un peu perchées comme moi dans la spiritualité, etc. C'est que Tupac, mine de rien, on est en début des années 90, il est vachement calé, il est vachement renseigné sur tout ce qui est spiritualité du monde entier. Il a des tatouages qui font référence à la réincarnation. Enfin, tu vois, il a même, quand on regarde la bibliothèque de Tupac, il y a des trucs, je suis là, ah ouais, le mec, il disait ça, tu vois, j'étais là, waouh. C'était il y a combien? Il y a 35 ans, quoi. Ouais, donc il y a tout ce côté, je trouve que c'est un personnage qui est plein de couches et plein de profondeur. Et surtout, il est en avance toujours, on a l'impression qu'il est toujours en train d'avance sur tout, quoi. Il avait une fascination pour tous les trucs théologiques. Genre, il avait des trucs égyptiens. Ouais. Il avait Cléopâtre, je crois, ou Néfertiti, je sais plus, sur le PEC et tout. Et aussi, en termes de politique pure, ce qui représente au-delà de ce qu'il a calculé, c'est-à-dire, tu sais, ça a été un des premiers qui s'est emparé de tout ce truc société de consommation, consumérisme et tout ça, mais qui le montrait à la gueule des blancs qui tiennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'on le voit avec ses chaînes en or et ses voitures dire aux tenants des institutions, regardez avec mes mots ce que j'ai réussi à vous prendre. Enfin, c'est une lecture du truc. Et ça, c'était méga stylé. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus que dans le j'ai obtenu ça, mais en fait, on sait même plus d'où ça vient que c'est stylé. C'est-à-dire qu'on voit un culte à Louis Vuitton et à Dior parce que c'est Louis Vuitton et parce que c'est Dior. Oui, bien sûr. Alors que Tupac, c'était le virage de on prend et on vous montre qu'on a pris. Ouais. Je reviens sur un petit point. Pour connaître un peu, évidemment très bien Yéna et un petit peu ton parcours, vous êtes les deux des fans, toi de Michael Jackson, toi d'Eminem. Ça me fascine un peu. Moi, je suis pas du tout fan de quiconque. Fanatique, tu peux dire. Ouais, Fanatique. Dans mon cas, ouais. C'est-à-dire que là, littéralement, Arthur, il a créé sa carrière autour d'Eminem et c'est chambé parce que t'apprends plein de trucs. Moi, ça me fascine les gens comme vous parce que je me comprends pas. J'aime tout moyennement. Moi, je suis un peu une blend bitch, vraiment. Mais en tout cas, je comprends pas. Toi, par exemple, je sais que tu as acheté, je vais dire vraiment des faux mots, un chapeau. Oui, le chapeau de Mike. Ou même avec Kurt Cobain, t'es pareil d'ailleurs. Mais ça m'intéresse de savoir la réflexion derrière. Est-ce qu'il y a un truc de l'artiste me sauve personnellement ou me tire vers le haut? Excusez-moi, on dévie complètement, mais j'en profite parce que ça m'intéresse de ouf. Vas-y. Non, toi? Non, je t'assure. Non, je t'assure. Ah On ouais? va t'écouter. Alors, Eminem, quand je rencontre le bail, j'ai genre 6 ans et je parle pas anglais. Donc évidemment, je suis fasciné par le côté peroxydé, doigt d'honneur, tu sais, ironisé par rapport aux figures d'autorité. Quand tu as 6 ans, tu finis de te construire mentalement. Et tu sais, ça doit être plus ou moins des âges qui correspondent à l'éveil où tu finis des espèces de boucles dans ton cerveau en mode « Ok, je vais mourir un jour, etc. » Et à ce moment-là, je découvre Eminem. Et très vite, je me penche sur les lyrics parce que ma sœur me conseille de me pencher sur les lyrics. Donc, j'ai les traductions, j'ai les trucs. Et en fait, là, au-delà de Eminem en lui-même, je tombe sur des mondes géopolitiques, comme tu disais, assassinat, le rapport aux femmes, les liens familiaux et tout. Et en fait, c'est des trucs, c'est comme la lecture. Quand tu t'y penches et que c'est suffisamment bien écrit, en fait, ça t'ouvre des perspectives de ton rapport au monde à toi. Donc, au-delà d'admirer la personne, c'est ce que je dis souvent, je suis hyper admiratif du travail d'Eminem. Genre, moi, je pète les plombs sur les textes, sur les trucs, mais la personne en elle-même, je la plains plus qu'autre chose. Parce qu'à partir du moment où il a pété, il a cessé d'être un être humain. C'est-à-dire qu'on l'a condamné socialement. Il vit dans un manoir, certes, qui fait plusieurs hectares, mais il peut pas en sortir. Il peut pas. Tu sais, c'est exactement le même degré de popularité que Michael. Et c'est ce qu'on dit avec Tupac. En fait, Tupac, s'il n'était pas mort, bah, il aurait été enfermé socialement comme ça, tu vois. Une fin de vie très funky, à mon avis. Donc, moi aussi, je dépense un maximum de fric par rapport à des trucs signés d'Eminem ou machin. Mais déjà, d'une part, je le vois comme des investissements ou quand, dans les yeux de mes enfants, je serais un gros ringard, je pourrais leur dire, revends ça et tu vas te faire des couilles en or. Et c'est surtout parce que ça m'a ouvert à des pans de réflexion qui n'ont rien à voir avec Eminem, tu vois. Que ce soit l'esclavage, les ghettos, les trucs comme ça, comment se structure cette société. Donc, oui, j'aime Eminem, mais je ne suis pas du tout en mode
machin. Par exemple, je l'ai vu au Stade de France. Ouais. J'étais trop content. J'écoutais t'étais du pas son, une- mais j'ai pas pété un câble, tu vois. Ok. Et d'ailleurs, je pense c'est que trop s'il rentre dans le intéressant. studio, je vais être trop content, mais je vais être en Mais t'es mode. pas un fanboy, quoi. Je vais lui parler de son travail, Oui. je vais truc, tu vois, mais en fait, il a tellement souffert du fait que les gens soient que je suis en mode non, voilà. Ouais. Bon, Michael, je pourrais en parler pendant des heures, comme toi d'Eminem. Moi, Michael, c'est différent parce que Michael, j'ai grandi avec, donc c'est plus la figure de. C'est un modèle, tu vois, c'est une référence. Et en fait, ma vie se calque sur que ferait Michael, où est allé Michael. Ouais, bah oui, c'est mon maître Moi, j'ai ça avec Kim Kardashian. spirituel. Mais après, l'autre truc, c'est que je voue une fascination au destin tragique. Donc, je vais avoir vraiment une fascination. Quand je te dis, je suis fanatique des personnes comme Rimbaud, Kurt Cobain, Marilyn Monroe. Personne ne s'attendait que Rimbaud et Kurt Cobain soient dans la même phrase, jamais. Ah mais ben, bon. c'est pas Mais tu me étonnant. parles Et souvent de- évidemment, ça fait Tupac sens. en fait Tu me parles partie. hyper souvent de Rimbaud pour une Parce que meuf je suis de fascinée. 2026. Déjà je veux pour dire. Oui. c'est des personnalités avec des textes, le génie de ces personnes-là et les destins tragiques entre guillemets, les Mais personnes si tu qui meurent regardes, la personne jeunes. qui a le plus fasciné l'humanité longtemps, c'est Jésus, hein, et c'est sensiblement la même histoire que Marilyn Monroe, Kurt Ouais. Cobain, Tupac, C'est Michael vrai, ils Jackson. sont pareils. Ben oui. Non, mais c'est vrai. J'ai une fascination pour ces gens-là et je pourrais les étudier toute ma vie. Bizarre. Je t'ai coupé la parole. Moi, c'est tout. vous qui Ah me non. fascinez. C'est vraiment les gens comme vous. Ça me fascine. C'est vraiment Non, ça me jusqu'à, fascine, tu vois, quoi. les memorabilia, j'ai réussi à le dire en une fois, Ouais. c'est un truc, je comprends tout à fait. Alors toi, je sais que c'est Mais inconcevable pour Ah toi ouais. Tu m'as d'avoir écrit un objet qui a une- appartenu à Non, mais c'est de mettre autant d'argent pour un Une- chapeau, d'une paire de lunettes. les paires de lunettes de Cobain, les blanches iconiques. Après, moi, là. je suis une meuf qui adore vendre et revendre, donc tu peux m'avoir sur ce dossier-là à un moment donné, tu fais une bascule et bon. Mais je sais que par exemple, tu chasses des trucs Ah ouais. sur Internet jour et nuit. Ah, moi, aussi. j'aime être jeune, donc et dormir, quoi. Je comprends. Mais après, je ne comprends pas. Mais en fait, il y a aussi le truc, je pense qu'il nous échappe aussi à nous en tant que gens qui consomment la musique et qui lui voient un culte, c'est que comme on en écoute toute la journée, il nous arrive des trucs dans la vie qui sont à la fois traumatisants, choquants, amoureux, sexuels, machin. Il nous arrive des trucs émotionnellement chargés. Et comme dans la journée, on a écouté notre artiste, bah, je pense que notre cerveau et notre corps, il associe les deux. Donc quand on parle de l'artiste et de ses œuvres, on parle également inconsciemment de tous les souvenirs qu'on y a juxtaposés. Alors là, on va en reparler dans pas longtemps. Moi, j'ai ça avec plusieurs morceaux. En fait, j'ai des morceaux. Je n'ai pas des artistes, j'ai des morceaux qui sont associés à un moment de ma vie. Ouais. Et toute la vie, je l'écouterai dans 70 ans, ça sera toujours... Eh ben, imagine que tous ces morceaux appartiennent au même artiste et tu comprendras mieux Ouais. notre position. Très bien, on va On va maintenant dérouler. on va dérouler puisque ce n'est on n'a même pas commencé Ah, vraiment. on n'a pas fini Non, l'intro, on là. n'a pas Ah, ni ok. fini, on n'a ni commencé ni fini, on va avancer. On parlait de Tupac, donc on est en 93. Non mais je trouve ça bien, hein. Moi je suis là Ah aussi oui, pour oui, apprendre bien des sûr, trucs, c'est bien complètement sûr. le principe de ce podcast et on C'est essaie clair. d'apprendre des trucs des uns des autres aussi. On est en 93, on a parlé donc de Strictly for My Niggas. Il faut aussi parler de Thug Life, hein, qui est devenu une espèce de philosophie de vie pour Tupac. C'est un peu, littéralement, c'est la vie de voyou, alors que Tupac, étonnamment, il n'y a pas une grande clairvoyance sur lui-même à ce stade, parce que lui, il se considère pas du tout comme un voyou. Bon, mais moi j'aime bien Thug Life parce que ça m'avait intéressé quand bon, on s'en fout, je vais pas rentrer dans le détail, mais je me suis penché sur la signification de Thug Life, qui est un acronyme de The Hate to Give the Little Infant Fucks Everybody, et ça a été un film il y a quelques années qui était un très très bon film sur les violences policières. Ça veut dire la haine que vous transmettez aux enfants se retourne contre nous tous. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est Tupac, il dit voilà, là nous c'est notre vie et on part de rien. Donc à un moment donné, on va devoir surmonter des trucs pour atteindre nos objectifs et peut-être que ça sera au travers de la Thug Life. Mais étonnamment, ouais, lui il se dit je suis plutôt un bon gars. Un bon gars qui a quand même 2-3 casseroles. Ouais. Il a ouais. il a des petits dos, notre ami Tupac, parce que sa carrière, elle est ponctuée justement de problèmes avec la justice. En 93, il est accusé, j'avais complètement oublié ce détail, enfin ce détail, qui n'en est pas vraiment un, d'agression sur un chauffeur à Los Angeles. Je me souviens même plus de ce fact-là. Ce dont on se souvient en revanche, c'est l'année d'après, en 94, il est impliqué dans une fusillade à Atlanta. Et la même année, il est aussi arrêté puis jugé à New York pour agression sexuelle. Je me demande même si c'est pas viol, le terme exact, ce qui a une différence. Et il réfute fermement les accusations. Le 30 novembre 94, il est toujours dans l'attente de ce verdict pour viol, agression sexuelle, et il se rend au Quad Studio à New York pour enregistrer.
Et dans le hall, il y a 2 hommes qui l'attaquent et qui lui tirent 5 fois dessus et qui le dépouillent. Hein. Ils le laissent pour mort. Lui, il survit. C'est un truc qu'on omet souvent de dire, c'est que oui, Tupac, il s'est quand même pris 5 balles dans sa vie. Il reprend connaissance, en fait. Enfin, lorsqu'il il reprend connaissance, il apprend que tiens, comme c'est de bizarre. Biggie Small et Puff Daddy à l'époque, hein, c'était P. Diddy ou non, c'était Puff Daddy à l'époque. C'était Puff Daddy, étaient dans le studio au même moment que lui. Il dit qu'il les a vus alors qu'il était au sol et il semble étonné de le voir encore en vie. Tupac est convaincu. Ces deux-là étaient au courant et ces deux-là étaient impliqués. On va peut-être expliquer que Biggie, je sais pas comment on va l'appeler pendant tout cet épisode parce qu'après les gens qui connaissent pas le rap, si on commence à donner tous les alias des uns et des autres. C'est Biggie, Notorious B, Christopher Wallace, mais je pense qu'on peut l'appeler Biggie. Ouais. Moi j'aime bien l'appeler Notorious Big, mais on va l'appeler Biggie. Non, on va l'appeler Biggie. On explique vite fait c'est quoi leur. Tu veux peut-être le faire, Arthur. C'est quoi leur relation Ouais. Ils sont amis de base. Enfin, oui. Ouais, ils sont méga amis de base. On les voit freestyler à plusieurs occasions, ils travaillent ensemble, ils collaborent, tout ça. Sauf que, évidemment, à chaque fois qu'il y a du succès entre des amis, de l'argent entre des amis, des femmes entre des amis, parfois, souvent, toujours, ça nuit à l'amitié. Et là, tous ces ingrédients-là étaient réunis dans le même cocktail et a poussé au paroxysme. C'est-à-dire que c'était littéralement les personnes les plus influentes, les plus successful et tout ça aux États-Unis. Donc, il y a ça qui a commencé à s'immiscer entre eux. Et oui, Diddy, par rapport à tout ça, on le sait, Diddy, c'est un immense connard. J'allais dire businessman manipulateur et connard, effectivement dangereux et fou, tout ce qu'on veut. C'est bien de faire ce disclaimer là maintenant. On va parler. Moi, je suis une énorme fan de Bad Boy Records. Ok. Mais on sait aussi, parce qu'on va parler de Diddy pendant plein de moments dans cet épisode, il faut quand même dire qu'on sait très bien ce qu'il a fait, que même s'il n'a pas eu les inculpations à la hauteur de on sait très bien où il est commis, on cautionne pas ce qui s'est passé. Moi, j'aime Bad Boy Records et c'est avec grand de tristesse que j'essaie quand même de pas consommer ce contenu. On sait que Diddy était un businessman manipulateur, un énorme connard, mais aussi un énorme violeur. Et on va en parler, mais on est bien au courant de voilà. C'est le minimum qu'on puisse dire, oui. Mais ça prendrait un autre épisode. On va pas. Je veux juste faire ce petit disclaimer qu'on pense pas que on va juste pas. On n'intègre pas Diddy dans la conversation comme un producteur sympathique. Voilà. Non. On sait très bien ce qui se joue. Et en gros, quand Tupac va en prison, Suge commence un peu à lui monter la tête, tout ça, et c'est surtout Suge qui paye sa caution. Ouais. Et en fait, quand tu dois autant d'argent à quelqu'un d'aussi dangereux, quelque part, ça t'oblige. Et donc, quand il sort de prison, Suge le ramène direct en studio pour enregistrer avec toute la paranoïa qui est la sienne, toute l'aigreur et la rancœur. Et artistiquement, c'est très intéressant. Mais pour Tupac, en fait, il faut bien considérer qu'une personne qui est capable de toucher aussi profondément, émotionnellement, la terre entière, c'est-à-dire des gens très différents, lui, il le vit à l'échelle d'une seule personne. Puisque c'est par lui que passe cette énergie-là. Donc, quand ça va dans un sens, c'est exceptionnel. Dear Mama, I Ain't Mad At You ou Brenda's Got a Baby, en termes de storytelling et de profondeur des sentiments, et être capable de se mettre dans la peau des autres, / personnage, / le théâtre, c'est magnifique. Par contre, quand ça rentre dans le truc du clash avec Biggie, puisque spoiler alerte, après, quand il se fait tirer dessus, là, la guerre est déclarée, quoi. Et en fait, dans Hit Them Up, on le voit dans le clip. C'est pour ça qu'aux yeux de... Hold It, pour Hit Them Up, on va en parler entière, juste pour que ce soit très clair pour les gens. En gros, Suge paye la caution. Tupac est obligé, comme tu dis, et en gros, en fait, c'est tu vas venir, maintenant, t'es un artiste Death Row. En fait, on pose une question aux cartes par rapport à ça. Tout à fait. C'est une dinguerie quand même de signer chez Death Row, qui veut dire genre le couloir de la mort, et en fait, tu l'empruntes littéralement. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Oui. Mais est-ce que, moi, de toute façon, quoi que me dise Suge Knight, vraiment, à un moment donné, je lui dis OK. Parce qu'il faut quand même comprendre, c'est un gars qui fait peur. C'est tout le monde. Les gens... même les gens qui bossent avec lui, ils ont peur. Il y a pas de...
on va peut-être quitter le label. Il y a pas ça. C'est que tout le monde dort avec un œil ouvert, un œil fermé. Quoi. Il fait autant peur qu'il est méga talentueux. Il est extrêmement parce qu'il produit Snoop, il produit machin. Enfin, tout le monde est fasciné par Shug. Et en fait, c'est être méga talentueux et excellent et inspirer la peur, la crainte et la mort, c'est la définition du diable quand tu les réunis les deux dans une seule personne. C'est pour ça que tout le monde associe Shug au diable et que quand il a signé chez Death Row, il a pactisé en gros Tupac. Et c'est pour ça que c'est fascinant cette affaire parce qu'on a en gros l'ange, on a l'élu qui signe chez Death Row, quoi. Et l'histoire du diable, c'était que c'était l'ange préféré de Dieu. Ouais, c'est vrai. Tu fais un parallèle comme ça. Alors, les cartes, on en fait quoi? Donc, toi, l'accortement 6, c'est pas ton sujet spécialement? Non, j'adore ça, mais comme je maîtrise pas ça, je fais très attention à ça. Par exemple, j'ai commencé à méditer, tu vois, faire des espèces de sorties astrales, tout ça. Au tout début, quand j'étais hyper sensible à ça. Mon grand-père, il est grave dans l'hypnose et les machins. C'est quoi des sorties astrales, c'est-à-dire, tu sors de ton corps, quoi, tout basiquement. Et en fait, j'ai eu des trucs méga flippants à cet endroit-là. Et je me suis dit, pour cette vie-là, je vais faire le deuil de ça parce que je me suis déjà intéressé et consacré à d'autres choses. Et je sens que si je le prends un peu par-dessus la jambe, ce délire-là, ça va. Je m'expose à des trucs qui vont me dépasser et j'ai pas envie, j'ai pas le courage. Donc voilà. Très bien. Mais on peut tirer les cartes. Ma question, en fait, mais je sais pas si ça sera votre question, c'est si jamais Tupac n'avait pas eu ce deal-là, enfin si Shug ne m'avait pas proposé de payer la caution, est-ce qu'il serait quand même allé vers lui, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce qu'il aurait signé chez Death Row Est-ce qu'il voulait ou je sais pas comment on pourrait formuler ça. Est-ce qu'il a pris faute de mieux, tu vois c'est faute de mieux quand même, Stylax, Death Row. Oui, non, mais quand même pas oublier. Moi, je pense. Alors après, c'est une dinguerie mais c'est que mon avis. Pour moi, il a signé en son âme et conscience Tupac. Ah, c'est ça. Est-ce que Tupac a signé en son âme et conscience? C'est ça la formulation chez Death Row. Oui, parce que de toute façon, les gens allaient le libérer. Tout le monde allait payer la caution de Tupac. Au pire, ils allaient faire une cagnotte litchi et il allait sortir. 1,4 million, allez hop. Moi je pense que. Bon, bref, il a nourri un gros truc et Shug, il est arrivé au bon moment, quoi. Après, j'en sais rien. En son âme et conscience. 2 de bâton. Le 2 de bâton est une carte où l'on voit un personnage qui tient le globe dans la main et qui regarde l'horizon. C'est la carte de la planification et de la stratégie. Donc moi, oui, en son âme et conscience, comme tu l'as dit, mais en face, il a affaire à un Joe Lamagouille qui lui dit « Attends, le mastermind, tu vois, attends, j'ai des plans. » C'est comme ça qu'on appelle Shug dans le milieu. Tu vois, c'est ça. J'expose ma stratégie et c'est vraiment du calcul. Voilà, c'est du calcul pur et dur. Mais d'ailleurs, Me Against the World, c'est la définition, quoi. C'est la cover, quoi. Ouais. Et donc, d'un côté comme de l'autre, on a affaire à 2 cérébraux, 2, on peut le dire, peut-être génie stratège. Et c'est plus un deal comme ça qui se fait sur tu penses gagner, mais moi aussi je vais gagner, et tac, en gros. Donc oui, en son âme et conscience il participe il s'assoit à une table où il y a un jeu d'échecs, quoi. C'est ça, exactement. Donc à ce stade, il y a un truc qui commence à un petit peu, qui existait déjà, mais qui émerge, c'est les bifs West Coast, East Coast. Donc West Coast, on a qui donc là maintenant, on a évidemment Tupac. Il y a qui d'autre On a Snoop, on a les Outlaws, on a Tupac, évidemment, on a Dr. Dre, on a NWA, donc Eazy-E, tous ces gens-là. Et East Coast, c'est plus déjà... J'allais dire, c'est un peu Paris, c'est un peu la East Coast, et Marseille, c'est un peu truc. C'est pas seulement par rapport au soleil et machin, mais je trouve il y a un côté, c'est ces 2 ambiances qui s'opposent. Et donc la East Coast, on a Biggie évidemment, on a Diddy, Bad Boy Records, Jay-Z, Nas. On a déjà la culture de la plume, des doubles sens, des triples sens, des storytelling, des machins. Et la West Coast, c'est les prods. Les prods West Coast, quoi, je sais pas comment faire, mais il y a ces influences là. Il y a une fracture dans justement la fracture officielle entre les 2 côtes. C'est le Source Award 1995, un peu légendaire, où on a Shug Knight qui monte sur scène et qui ridiculise publiquement, mais alors c'est vraiment c'est un roast, vraiment. Diddy devant toute l'industrie, en fait, c'est ça le truc, c'est devant tout le monde, et c'est là, il marque le coup, il dit, voilà, maintenant il y a 2 camps.
vous allez faire quoi. Donc il déclare la guerre. C'est un peu la déclaration de guerre à ce moment-là. Est-ce que c'est la même soirée où Snoop il dit crois que vous c'est allez là. pas donner de l'amour à la West Coast? C'est à New York que ça se passe, Ouais, ça. c'est Et il y a sur ce Snoop qui parle et qui dit mais les gars, vous êtes vraiment en train de déclencher ça? Parce qu'en fait, on sait qu'aux États-Unis, quand on se met à scinder devant le public, tu sais, il y a une espèce d'accord tacite entre les gens du showbiz qui s'accordent Oui. pour faire du bif. Et en gros, une fois que ça c'est cassé en public, alors l'étape d'après, c'est vraiment les flingues, quoi. Ouais. Bah, justement, excellente transition. Eh, Bon, Tupac, lui, ça le dérange pas. De toute façon, je suis pas sûre qu'il ait tout à fait le choix de dire à Suge Knight, je ne suis pas d'accord. Il sort en 96 ce qu'on appelle un diss track. Un diss track, c'est, je sais pas vraiment comment ça se traduit en C'est un français. clash. Un clash, tout à fait. Vous venez de traduire un mot en anglais Anglais par un par autre un- mot ouais. en anglais, tout Oui, à fait, mais plus connu. ouais. Voilà. C'est pour moi le plus gros diss track ever. Ça s'appelle Hit 'Em Up. C'est un clash brutal contre Biggie. Je sais que tu connais très bien ce sujet, Arthur. Moi, c'est peut-être cette vidéo de toi où je me suis dit, ah, putain, j'adore que quelqu'un décrypte mon morceau préféré. Et en fait, je dis ça, mais j'adore 10 milliards de morceaux. Donc, je vais te laisser en parler et après, on va discuter sur le fait que après qu'un gars t'ait dit « That's why I fuck you, bitch », bon, il y a peut-être plus de retour en arrière en termes d'amitié. Bon. Qu'est-ce que ça dit quoi, Hit 'Em Up? C'est quoi comme track? C'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, Hit 'Em Up, ça veut dire je veux tous me les faire. Ça a influencé plein de rappeurs dans plein de pays différents après ça. Par exemple, on a Gizmo qui quand il a sorti Chat Perché par rapport à l'entourage, il dit je me sens pas bien, je pète un plomb, j'ai envie de tous me les faire. C'est Hit 'Em Up. En gros, il y a cette espèce d'énergie où tu te dis vas-y, je vais rentrer là-dedans. Sauf que, on le sait, Tupac, c'est ça qui est fou avec lui, c'est que encore une fois, il a la capacité à l'intérieur de lui de toucher la planète entière. Donc quand cette énergie est dirigée vers une seule personne qui accessoirement est un ancien ami et qui est accessoirement, et même pas le numéro 2, et l'autre numéro 1, alors ça prend une dimension, c'est ce qu'on disait, biblique, quoi, en termes de qualité du récit. Et quand il commence, les tout premiers mots, c'est That's why I fuck your bitch. Et je crois qu'il parle de Faith Evans. Qui est la femme de Biggie à ce moment-là. Voilà. Et il y a plein de photos où il y a Tupac qui est très proche, tout ça. Donc on saura jamais le fin mot de l'histoire, mais c'est hyper possible qu'il ait couché avec. On s'en fout. Le truc, c'est en gros, il commence par ça va pas être un clash sur lequel on va s'entendre en termes de business. Parce qu'il y en a des clashs dans la musique qui sont faits pour vendre des places. Tu dirais que c'est la moitié à peu près? Enfin, tu sais à peu près ce que ça pourrait représenter, où ils s'arrangent à l'avance, où on sait que bon. Non, je sais. Ouais. En fait, parfois, c'est même pas des accords entre les rappeurs, mais Ouais. c'est juste le degré de violence injecté dans les morceaux. Tu te dis, bon, ils en gardent un peu sous le coude Ok. et ils dépassent pas certaines limites. Là, ils commencent par dépasser la limite. C'est comme si Ouais. tu t'insères sur l'autoroute en sens inverse. T'es en mode, ok, je viens pour une raison claire. Et ça, le monde de la musique, non seulement il n'y était pas préparé, mais en gros, tout le monde y perd à ce moment-là. Sauf que le morceau, il est incroyable, la prod elle est incroyable, Tupac qui rappe dessus de manière folle, et en fait je vais pas décrypter les punchlines parce que j'ai déjà sorti une vidéo à ce propos et que Allez la voir. n'hésitez pas à aller la voir, mais en gros ce qui se passe c'est on a Tupac donc qui se sert de cette espèce d'énergie pour parler de Biggie à la base, mais au final il s'en prend à tout Bad Boy Records et il finit le morceau par ce fameux truc qui est repris jusqu'à aujourd'hui sur TikTok, machin, où il fait fuck Biggie, fuck Mobb Deep, fuck machin. Et en fait, Mobb Deep, pareil, c'est un groupe de New York. Et du coup, il fait la liste des gens comme ça. Et en fait, ça prend une autre dimension parce que là, on a l'impression que on a l'impression de voir un gars s'immoler en fait. Moi j'ai vraiment ce sentiment là quand je regarde le clip même, tu sais il crache, C'est il super Ouais. bien. Un très et en beau fait clip. c'est un magnifique clip, mais on a vraiment l'impression d'un artiste qui se sacrifie au nom de la colère qu'il ressent. Et Kamikaze. en fait, peut-être je pars, ouais, voilà, kamikaze. Et peut-être je pars en sucette, hein, mais je trouve il y a grave un truc de, ok, vous avez voulu aller jusque là, il y a grave un truc, une dimension christique là-dedans de, ok, je vais pas aller contre. Tu sais, Jésus, quand on lui dit gros, on va te fixer sur une croix, il est en mode, les gars, je vais pas aller contre. Et ce que ça va vous renvoyer,
vous allez le payer pendant des millénaires en fait. Et ben Tupac, je trouve que Hit 'Em Up, c'est vraiment exactement ça. En fait, ça pue la mort, mais la sienne. Bah oui. Ouais, dans son album posthume, c'est quoi, c'est Hail Mary? Ouais, lui, Hail il a fond Mary, dans ça, hein. Blasphémie, Oui. il sort plein de morceaux où en gros il parle direct à Dieu, il parle ouais. direct de pourquoi il y est, pourquoi. En fait, il a pensé à tout inconsciemment quoi. Bon, avant sa mort. Incroyable. 2 mois J'adore avant ce sa titre. mort. 2 mois avant sa mort, on est en juillet 96. Il joue son dernier concert à la légendaire salle de concert, le House of Blues. Il y a tout le monde, il y a Snoop Dogg, il y a Ned Dogg, qui a son âme. Il y a Mon tout le préféré. monde, genre tous nos gars. Non, mais Ned Dogg, Dogg, c'est mon préféré ever, donc c'est pour ça. Il prépare à ce moment-là, excuse-moi, un double album, mais il se dit, c'est quoi, comment on dit, le bruit de couloir. Ouais, le bruit Il court. voudrait, conditionnel, à ce moment-là, déjà quitter Death Row. Il envisage de se barrer. À la fin de son contrat. Ouais, à la fin de son contrat. Bon. Et bah, c'est 2 mois avant sa mort. pas de palais. C'est-à-dire que sans Snoop, le label, Sans Tupac, Sans tu veux Tupac. dire. pardon, n'importe quoi. Lapsus. Non, parce qu'il y a Snoop. Bah, parce que Oui, je Ouais, sais, mais je lapsus sans Tupac. C'est le pardon. numéro 2, mais avec que Snoop, ça perdure moins quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Désolé. Sans Tupac, je sais pas pourquoi je pense à Snoop. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Snoop. Sans Tupac, le label. La vache à lait, ça voilà. commence un peu. Donc, Suge Knight, je sais pas si les bruits de couloir lui arrivent jusqu'aux oreilles. Je pense qu'il est le premier au courant, quoi. Mais pas chaud patate pour que Tupac se barre, quoi. Ouais. Est-ce qu'on tirerait pas une carte? T'avais oublié. Genre, on te Non, remet j'adore ça. à chaque fois que on dit le mot carte, tes yeux grandissent, genre un truc va se révéler. Ouais, on sait pas. c'est trop bien. Est-ce qu'on se regarde? Est-ce que Est-ce qu'il voulait vraiment partir? Non, je pense qu'il voulait vraiment Ok. partir, mais parce que je pense que Tupac, j'ai aucune source sur ce que je dis, mais je pense que Tupac, c'est pas le genre de mec qu'on tient en laisse. Or, le contrat avec Death Row, c'est je t'ai sorti de prison, tu me dois quelque chose. Par contre, est-ce que s'il avait quitté Death Row, est-ce qu'il serait encore en vie déjà? Avec des si là, ouf, j'ai une carte Bah qui est oui, tombée. c'est le principe littéralement de carte qui est cette tombée. émission. 4 de denier. Ah ouais, mais C'est- tu vois, on on tire l'attire à la tour à tous les Il nous- épisodes. il Oui, nous mais tu troll. sais pourquoi? C'est parce que le 4 de denier représente l'avare. La symbolique, c'est la stabilité. Je suis près de mes sous. Alors, c'est... Shug. Ouais, Shug. C'est genre, regarde, alors, pour celles j'ai et des ceux qui ne voient frissons. pas, pour les auditeuristes, En plus, il est un peu rond. Oh, j'ai Comme- des frissons. il est assis sur l'argent, il a l'argent à ses Oh, pieds, il a j'ai l'argent des sur la tête, et il a presque le disque d'or de Tupac, tu vois, là, entre les mains, et c'est genre, non, il va Vous êtes pas des le... ouf. Ah Bah non, oui. non, mais la carte elle est tombée, c'est trop. Mais Ok. elle tombe dans tous les épisodes où on a affaire comme ça, jeu de pouvoir, et surtout des personnes, non, où il y a des gains financiers pécuniaires à la clé, et non, il l'aurait retenu d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est là, ta question, c'était, si Tupac était parti de Death Row, est-ce qu'il serait toujours en vie? Non, parce qu'il serait pas parti de Death Row vivant. C'est un peu l'idée, là. Mais non seulement il est pas parti de Death Row, mais dans l'inconscient collectif, Tupac, encore aujourd'hui, C'est Death Row. c'est un artiste Death Bah Row. oui. Ah oui. Et si aujourd'hui il y a encore des pulls, des suites, des chaînes, des machins, et que Death Row fascine toujours autant, c'est précisément parce que Tupac, il y était et il est mort. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que sinon tout le monde s'en foutrait un peu. Bah oui. Parce Non. qu'on est comme ça, les humains, on est des chiens, quoi. C'est aussi la carte de l'héritage, du patrimoine et tout ça, donc c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est l'héritage direct Ouais. Death Row, c'est Tupac, quoi. Ou l'inverse. Peut-être le meilleur moyen de signer à vie un artiste, Ouais, c'est de le tuer à ouais. son prime. Ouais. Bah oui. Ah bah oui. Ouah, t'imagines, il a vraiment eu cette réflexion au premier degré. Bah, on verra avec Oh. les cartes. Parce que là, Quand Ah, on moi, j'ai des parlera, frissons, hein. quand on parlera des théories, moi, pendant très longtemps, ça a été une de mes théories, enfin, longtemps, vraiment longtemps, que c'était Suge Knight qui avait... On en parlera quand on parlera des petites théories. Ok. On a un petit segment complot. Non, je rigole. Théorie du complot Si, si, interne. bah, Non, mais ouais, mais c'est notre... là, c'est- en l'occurrence, en plus, avec Tupac, il y a quand même beaucoup de théories du complot. Ouais. J'avais oublié Machiavelli. Enfin, je me rappelais, je savais pas comment expliquer aux auditeuristes. Je suis trop contente que t'en aies parlé. Ouais, mais là, c'est Machiavel, quoi. Mm. Et d'ailleurs, c'est Machiavelli qui inspire le personnage de Slim Shady pour Eminem. Faut savoir que Eminem, il voit un culte de ouf à Tupac. Et quand il est mort, il a écrit une lettre à sa mère. Ils ont jamais fité ensemble. Mais Eminem a produit un album posthume de Tupac qui s'appelle Loyal to the Game. Et dessus, il fait un featuring posthume, quoi. Et c'est la première fois qu'on a ça dans le rap et tout. Bref, je voulais dire un autre truc. C'est... Ah putain, j'ai oublié. C'était intéressant pour ça. Moi, je sais plus. Tu pourras nous interrompre à tout instant. Ok. On va parler de la nuit du 7 septembre 96. Alors, il va y avoir plein de noms de choses. On va essayer d'être clair. Et je rappelle pour ma mère qui écoute Du temps à tuer. Comme ça, elle comprend tout. Et à la fin, elle me raconte
le beef East Coast West Coast. Tupac est à Las Vegas pour un match de boxe où il y a Bruce Seldon qui est face à Mike Tyson et c'est au MGM. Il est avec Suge Knight, c'est une grosse tout son entourage là, Death Row, tous ces gars. Et dans le hall du MGM de l'hôtel après le match, il y a un mec qui s'appelle Trayvon. On va juste dire les prénoms, peut-être ça sera plus simple. Trayvon, qui est un membre des. Alors, ça commence. C'est un membre des Bloods qui est affilié à Death Row et il reconnaît un mec qui s'appelle Orlando Anderson dans la foule. Anderson, lui, c'est un Crips. Je vais y revenir tout de suite. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au point sur les Bloods et sur les Crips. J'explique vite. D'un côté, c'est les gangs de LA, c'est les deux plus gros gangs de LA. D'un côté, tu as les Crips et de l'autre côté, tu as les Bloods. Et en fait, ils se disputent quoi ? Le terre-terre et la drogue. Voilà. Et la musique. Et la musique, mais à la base, quand même, à l'ancienne. J'étais quand même regardé pour voir à l'ancienne, c'était quoi le début. Bon, c'est vrai, c'est pas des petits gangs détendus comme on peut. Les Bloods sont toujours habillés en rouge avec bandana rouge. C'est emblématique des années 90. Les Crips, quant à eux, c'est toujours bleu. Donc voilà, c'est deux gangs qui s'opposent. Et ça rigole pas. Quand t'es d'un côté, c'est pas genre on est un peu en embrouille. On veut tuer tous les membres de le principe d'un gang. Oui. Un petit peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître un peu. À notre époque, tu vois, un petit peu par-dessus la jambe. Non, ça gaulerie pas. C'est perdurer et s'étendre coûte que coûte le principe d'un gang. Ouais. Et ça fait grave sens avec ce qu'on disait sur Suge à l'intérieur de Death Row. Donc, on est dans le hall. D'un côté, t'as des gars en rouge, d'autre côté, des gars en bleu. Voilà. Et en fait, ils se reconnaissent l'un l'autre. Déjà, ils sont pas contents d'être au même endroit. Bon, après, ça va. Tu vois, t'es quand même dans un hôtel à Vegas. En fait, ce qui se passe, c'est que le fameux Orlando Anderson, quelques mois avant, en juillet 96, lui et ses gars, ils avaient volé un médaillon Death Row qui doit coûter une blinde atomique autour du cou de Trayvon dont on a parlé tout à l'heure, et dans un Footlocker. Bon, déjà. Juste vraiment, on veut des baskets et t'as deux gangs qui s'affrontent. Donc, les gars sont pas contents de se revoir maintenant. Juste je fais une parenthèse, les chaînes aux États-Unis et encore aujourd'hui, ça signifie littéralement ton honneur. Ouais. Snatch, ça veut dire se faire arracher une chaîne, et c'est vraiment, en tout cas dans le délire rap, gang, etc., encore jusqu'à aujourd'hui, par exemple, Drake et Kendrick, ils se parlent de s'arracher les chaînes et d'histoire d'arracher les chaînes. Genre, pour eux, ça a une signification énorme, puisque c'est des chaînes sur lesquelles on investit des centaines de milliers de dollars, et du coup, ça représente les efforts que tu as physiques, ça représente physiquement, matériellement, les efforts que tu as mis dans ta carrière, donc ton honneur. Voilà, c'était une parenthèse. Je me demande si ça vient pas de l'armée. Tu sais où tu avais le nom voilà. Quand on l'enlève, c'est que t'es mort, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Les plaques, là. Les plaques avec le nom dessus. Je crois que ça vient de là. Enfin, j'imagine. Donc, t'as capté que s'il y a un gars qui vient t'arracher ta chaîne dans un Footlocker en Californie, c'est que t'es mort. Ouais. Et là, en l'occurrence, comme ils sont vivants, ils vont riposter. Ouais. Donc là, à ce moment-là, quand ils se croisent tous après le match de boxe, c'est baston général avec Tupac en première ligne. Ouais, il a la chemise orange. Ça étonne qui. Voilà. Il tabasse Anderson, donc celui qui avait péta la chaîne. Et tout ça, évidemment, c'est filmé. Donc tout ça, c'est vraiment le début de la soirée. Il n'est pas 23h. Ils sont chauds. Hein. Ils sont très chauds. Bon, à un moment donné, quand tout ce beau monde a fini de se péta dessus, ils prennent une voiture, ils montent donc dans la fameuse BMW noire de Suge Knight, côté passager pour Tupac, et ils s'en vont pour aller au club 662 sur le strip, faire un after, qui vraiment, c'est pas une bonne idée. Ce soir-là, fallait vraiment rentrer. C'est, statistiquement, on se situe où ? C'est-à-dire que tu as Las Vegas, Mike Tyson, Death Row, des gangs, un after. Est-ce que cette histoire, elle aurait pu finir autrement que par la mort de quelqu'un ? C'est vraiment, je vous pose des questions premier degré, alors que vous pouvez répondre vraiment comme vous voulez. En fait, c'est la science des États-Unis de pousser au max ça sans qu'il y ait des morts et des trucs normalement. C'est leur recette à eux, tu vois, de réunir tous les ingrédients de ça va péter, et au final, le grand gagnant de ça,
c'est les promoteurs et tout le monde qui font un maximum d'oseille. D'ailleurs, c'est hyper symbolique le fait qu'ils sortent oh là, parfois je fais ça. D'un match de boxe avec Mike Tyson, qui est en gros à échelle plus réduite. Exactement. Tyson, c'est genre. C'est les émotions, Tyson. Tyson, c'est Tupac, en fait. Et... Après, je pense qu'il aspire la peur niveau Suge Knight. Tu vois, pareil, maintenant, il a une image de petit papy. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Non, bien sûr. Je te parle de d'où vient le talent de Mike Tyson. Il vient du même endroit que le talent de Tupac. C'est la peur. Tyson, il le raconte. Il dit, moi, quand je rentre dans un ring, j'ai envie de mourir tellement j'ai peur. Il dit, je me défais jamais de cette idée de peur. J'ai grandi dans un quartier et dans des trucs. Les trucs m'ont tellement marqué. En fait, c'est les émotions Tupac. C'est le Tupac et Tyson. Et il y a un parallèle évident à faire entre... Pour moi, c'est trop symbolique qu'ils sortent d'un match de Mike Tyson parce qu'il y avait une espèce de fascination autour de Mike Tyson. Mais c'est pareil, son degré d'implication dans son sport, dans la boxe, et ce qu'il représentait en termes de talent pur, c'est pas humain. Tu vois, ça le dépassait un peu. Et Tupac, c'était pareil. En fait, on s'identifiait tous parce qu'on voyait quelque part autour de tous les apparats, d'un côté, les chaînes en or, de l'autre, les montagnes de muscles, on voyait l'enfant intérieur qui se battait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou je dis de la merde? Non, c'est pas de la merde, c'est vrai. Donc, on est ce soir-là, 23h12, tu l'as dit, ils quittent, ils sont en convoi, ils vont à leur after. Et on arrive à l'intersection Flamingo Road et Koval Lane, à un feu rouge. Alors, j'ai ma petite anecdote à faire avec le feu rouge. Oui, à cette intersection-là. Intersection-là. En 2004, j'étais à Los Angeles et je bossais en tant que serveuse. Et un des clients assez réguliers s'appelait Monsieur Mike Tyson. Donc, bon, ben voilà. Il mangeait quoi? Parce que moi, je suis fascinée par la bouffe. Attends, mais lui aussi, tu lui as parlé, t'as traîné avec lui. Oui, c'était un client. Alors lui... C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus facile quand tu pars aux États-Unis. Vraiment, tout ça n'est pas vraiment, arrivé. Tu vas halluciner. Il se commandait 3 pizzas, mais tu vois, les pizzas... je suis vraiment fascinée par ce que mangent les gens de manière générale. Je demande tout le temps. Et il commandait la lobster pizza. Ça n'a pas l'air bon. C'était super bon. Ouais, okay. Voilà. Bref, il commandait énormément, il mangeait énormément. Donc, et il tipsait énormément. Oui, donc ça fait toujours plaisir. Donc, tu es toujours gentil avec les gens qui tipsent bien. Et en 2004, je vais passer un week-end à Las Vegas. Et qui je vois? Monsieur Mike Tyson, qui me reconnaît. Mais non. Si. Bah oui, parce que c'était vraiment un client régulier. Et donc, je lui dis, ça me fait plaisir d'être là. Je suis là. Moi, j'allais en pèlerinage. Je suis là pour aller à l'intersection Flamingo Road et Koval Lane. Parce que je voulais me recueillir sur les lieux où Attends, mais tu dis ça à Mike Tyson droit dans les yeux. Il m'a escorté, il m'a montré, il m'a amené à l'intersection. Je te jure que c'est vrai. Tyson t'a amené à l'intersection? Oui, Mike Tyson m'a amené à l'intersection. Tu sais que Tyson et Tupac, ils étaient comme ça, genre. Mais donc j'étais comme ça, meuf, je tremblais. Tu l'as croisé où? Attends, à Las Vegas. Non, mais où à Las Vegas? Je sais plus, c'était devant. J'ai une photo. Pour vous montrer que je sais pas que je te crois pas, mais tu sais que moi, je suis obsédée par les détails. Devant un hôtel, je sais. Et donc après, il t'a amené en bagnole? Ouais, il m'a montré le chemin, il m'a emmené en bagnole. Enfin, je suis pas montée dans sa bagnole, on l'a suivi en bagnole avec mes copines. Voilà. Donc, il m'a montré cette intersection. T'es content d'être venu, hein, vraiment. Bah ouais, mais c'est ouf quand même. Mais tu vois ce que je veux dire en termes d'enfant intérieur de Tyson ou pas, du coup, comme tu l'as côtoyé dans le quotidien. Mais oui. Dans le quotidien de ses pizzas, quand même. Tu sais, c'est un enfant. Enfin, je veux dire, on le sent hyper fragile et apeuré aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a un truc qui est assez particulier chez lui, c'est quand tu lui parles, il a, tu sais, une espèce de temps de latence, mais c'est micro. Mais tu vois, c'est genre, tu vas lui parler. Ouais. En fait, il fait attention et à ce que tu dis et à ce que t'envoies énergétiquement. Tu vois, il a vachement ça. Très impressionnant. Donc, on revient dans le temps, 23h14, un feu rouge. Donc, excuse-moi, je te recoupe avant que tu repartes. Donc, j'allais te poser cette question. Évidemment, tu as fait un pèlerinage sur ce encore Dark Tourism place. Ah oui, j'avais toujours à tous les endroits où les gens meurent. J'espère que ça sera... fait John Lennon et tout. J'espère que ça sera la miniature. Comment ça s'appelle, le club des 27 Kurt Cobain. Non, Janis Joplin. Je suis allée dormir dans la chambre d'hôtel où elle est morte et tout. Oui, Kurt Cobain, bien évidemment. On a chacune j'ai visité sa dernière maison. Les petits déj m'intéressent. Elle dort dans le lit d'Amy Winehouse. Oui, c'est ma cam. Oui, je suis un petit peu. Voilà, bref. C'est bon? Non, mais de toute façon, j'avais posé la question. Non, il n'y a pas de jugement, c'est trop stylé. Si, on juge. Si, moi, je juge. Mais j'ai le droit. Mais chacun, c'est kink. Donc, let's go, excuse-moi. Donc, on est à un feu rouge et il y a une Cadillac blanche qui s'approche côté passager
de la BMW, donc côté Tupac. Ouais. D'accord. 4 balles sont tirées, le Glock d'un Glock 22, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. On montrera pas d'image. 2 dans la poitrine de Tupac, une dans le bras, une dans la cuisse. Shug, qui est à côté, tu l'as dit un peu plus tôt, est raflé à la tête. Enfin, il prend un coup de vent. Alors que bon, il est quand même un peu... Imposant. Oui, c'est ce que j'allais Très dire. imposant. Mais il y a la photo des deux dans la voiture Ouais, et il dépasse largement. quoi. Largement. Oui. Très étrange. Donc, Tupac est transporté évidemment en urgence à l'University Medical Center. Il résiste, il tient bon pendant 6 jours et puis malheureusement, il décède le 13 septembre 1996 à l'âge de 25 ans. À son prime. À son prime. On J'ai souvenir qu'il y a eu un cafouillage dans l'enquête. Ça se passe très mal du côté de la police de Las Vegas. La police de Las Vegas, elle sait que c'est un meurtre déjà, évidemment, que ça implique des victimes et des suspects qui sont pas forcément du coin. Ouais. Et donc ça va être interstate, cette affaire. Ouais. Il y a des témoins qui sont présents. J'ai souvenir qu'il y avait une voiture de filles qui les suivaient un peu avant. T'as pas souvenir de ça? De filles qui étaient dans une voiture. Moi, je me rappelle qu'il y avait une voiture avec les Outlaws. On l'a pas dit, mais en gros, c'est un groupe de Tupac. Ça a duré pas très très longtemps cette affaire, mais il y a Tupac a fait un groupe avec plein de gars dont on va pas dire tous les noms tout le temps, mais voilà. Mais je me rappelle que ça, il fait partie de son fameux. Les Outlaws, c'est ce fameux entourage à l'américaine. Quoi. Et il y avait une autre voiture. Alors peut-être que je crée un faux souvenir là, mais je suis presque sûre de moi. Pareil, de Nana qui était dans une caisse qui suivait un peu Tupac et il leur a dit venez, on va au strip. Oui. Donc tu vois, ils ont été aperçus. Effectivement, il y a des témoins oculaires et tu l'as dit, des membres des Outlaws également. Les enquêteurs, eux, ils veulent interviewer donc justement Kadhafi, qui est un membre des Outlaws, pour avoir plus de détails. Ils appellent son avocat pour organiser une rencontre et ils se font tout bonnement ghoster. Voilà, non, bonjour, non, il n'y a personne. La police ne tente même pas de le localiser physiquement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas non plus trop fouillés, qu'ils ne sont pas trop insistés. Non, alors ça fait partie effectivement de la fameuse, pas légende, mais de la réalité de cette enquête. C'est que tout le monde y va tranquille. Hein. Personne ne veut trop enquêter. Comme souvent avec la police du reste, et les rappeurs. Mais voilà, ça veut pas trop... je sais pas s'ils ont peur des représailles, mais ils sont vraiment pas débordax par l'enquête à ce stade. En tout cas, ça va lentement. Donc on va dire qu'ils prennent leur temps pour retrouver les témoins et ils prennent peut-être un petit peu trop leur temps puisqu'en novembre 96, donc même pas 2 mois après la mort de Tupac, tiens alors, Kadhafi est abattu dans un immeuble des logements sociaux à Everington, dans le New Jersey. Donc il a même pas pu témoigner, il a même pas pu répondre à aucune question. Alors moi, ce matin même, j'ai été regarder ce qui se dit exactement parce que c'est le début des gens qui tombent un peu comme des mouches. Et quelques années plus tard, dans The Source, il y a un autre membre des Outlaws qui a dit que ça me fait rire comme ça. En fait, il était avec ses cousins et ils jouaient ivres avec des armes. Ah, voilà. D'accord, c'est la raison. Donc c'est un accident. C'est ballot quand même, sans avoir témoigné, alors que la police te demande... Ne faites pas ça chez vous, vraiment, ne jouez pas ivre avec des armes, s'il vous plaît. Ou sobre, tu vois. Il y en a d'autres, il y a 2 autres membres des Outlaws. Alors, je ne sais jamais su prononcer son nom, EDI, tout à fait, EDI. Et Napoléon, qui sont également présents ce soir-là. Qui se dit peut-être Napoléon. Ouais, mais bon, Napoléon. Qui déclare en 97 n'avoir jamais été convié. La police, comment on dit convoqué, c'est mieux, par la police de Las Vegas, voilà. Parce qu'eux, on rappelle, tous ces gars des Outlaws, ils sont derrière, donc normalement, les gars, ils savent tout. C'est un convoi, il y a plein de voitures. Et donc, eux, ils disent, nous, on a tout vu, mais pourquoi la police, ils nous demandent pas ce qu'on a vu? Ils vont chercher le mec qui... À la fois, dès qu'ils disent quelque chose, il meurt. Bon. Il y a 1 an après le meurtre, le sergent Kevin Manning, le chef de l'enquête, qui déclare au Las Vegas Sun que l'affaire ne sera peut-être jamais résolue. Mais ils n'ont rien fait en 1 an. C'est-à-dire qu'à ce stade de l'histoire, arrête-moi si je me trompe, Arthur, si tu as d'autres infos, franchement, ils sont pas débordés. Je crois que c'est le Ils disent non, on va peut-être pas la résoudre. Et on va la laisser en cold case comme ça, mais travailler, je sais pas. Après, il y a plein de théories du complot sur justement... pourquoi ça a été bâclé? Est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils ont été payés pour que ce soit... En fait, déjà, politiquement, donner des coupables, c'est garantir des autres meurtres. Oh, ok. Donc, eux, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont mêlées. C'est la corruption, les émotions et le fait que donner des coupables à ce moment-là,
c'est garantir le fait, parce qu'en fait, tout le monde est armé dans ce truc. Ouais, c'est pas, ça, on n'est pas nous, détendu. on voit ça par le prisme français en mode, Non. il y a un groupe qui a des flingues et qui peut s'en servir, c'est la police, et du coup, non. Non, on le Là-bas, rappelle c'est assez pas souvent. ça. Non, c'est pas ça. Tout le monde est méga armé jusqu'aux dents, tout le monde a des intérêts. Maintenant, en l'état, moi, je suis toujours les choses par le prisme d'Eminem, donc je veux dire les affaires aux États-Unis et tout. Et lui, Eminem, il a toujours dit, genre, par exemple, dans le truc Killshot, dans le clash Killshot envers MJK, il dit, but Kells, et donc Kells c'est Kelly, donc c'est Machine Gun Kelly, the day you put out a hit, le jour où tu sors un hit, it's the day that Diddy admits, ça sera le jour où Diddy admettra that he put out a hit, qu'il a sorti le contrat that got Pac killed, qui a fait tuer Tupac. Ensuite, dans un autre morceau, il dit like my homies at West says, comme mes amis de la West Coast disent, I got so many essays. Donc, essay, c'est une injonction, tu sais, aux États-Unis, dans la communauté hispanique, pour dire frère, cousin, machin. Sauf que essays, donc sexual assault, c'est les abréviations pour ça. Essays, wait. He just spelled the word rapper. Il vient pas de juste épeler le mot rappeur and leave out the P, Diddy, et il a enlevé un P, Diddy, parce que entre rappeur, le gars qui fait du rap, et rapper, il y a un P de différence. Et ce P, il s'en sert pour faire did he, est-ce qu'il l'a vraiment fait? P, did he. Donc, P, Diddy. Yep. Il se répond à lui-même, il dit yep. R.I.P. donc rest in peace. R.I.P. rest in peace, Biggie and Pac. Both of y'all should be living. Vous deux, vous devriez être en vie, genre. Tu peux pas l'écouter pendant 2 ans. Attends, c'est pas fini. And I ain't trying to beef with him. Et j'essaye pas de rentrer en beef avec lui, donc avec Diddy, cause he might put a hit on me, parce qu'il pourrait faire un hit sur moi. Donc c'est à la fois une ref au fait que Diddy a sorti Everyone You Friend, un hit. Il a sorti un hit sur les côtes de Biggie une fois qu'il est mort. Ok. Une fois qu'il l'a tué. Mais il y a un double sens. So he might put a hit on me. Donc mettre un contrat littéralement sur ma tête. Like. Et ensuite, il change sa voix et il fait Kifidi, get him. Cause he might put a hit on me. Like Kifidi, get him. Donc en gros, il nomme. Non mais je sais pas si on se rend compte à quel point c'est un truc de fou. Avec le degré d'influence qu'Eminem a, et il sort l'album là il y a 2 ans. Ouais, genre, mais c'est crypté. Tu vois, c'est crypté. Oui, c'est crypté. C'est ça qui est génial. Tu sais quoi? C'est pas crypté par hasard. C'est crypté parce que, évidemment, pardon, je parle trop fort, je m'emporte. Non, pas du tout. Trop bien. C'est parce que dans la culture américaine. En fait, nous aussi, on dit pareil. Dans la culture américaine, il y a les doubles sens, les triples sens et tout. Mais surtout, Eminem là, il se sert de son talent pour faire des messages cryptés, pour pouvoir après dire, s'il se retrouve en cours de justice, mais j'ai jamais dit ça. Ouais, bah oui. En gros, il dit, mais moi, j'ai jamais écrit ça. J'ai écrit, genre, et il donne la première version. Il n'incrimine pas Diddy. C'est vous qui tu vois ce que je veux dire? Comme vous voulez, hein. C'est interprétation libre. Hein. Mais moi, c'est-à-dire que 25 ans plus tard, un des mecs les plus influents des States, il est obligé de parler en mode double, triple sens pour après, quand même, il sort les blazes. Hein. Dire Kifidi aux States, il y a peu de monde qui le font, hein. Même dans les rappeurs indépendants, SoundCloud, que personne n'écoute. Hein. Donc quand Eminem... On va en parler un petit peu après de Kifidi pour expliquer qui c'est. Voilà, donc en gros, pour moi, le complot, c'est Diddy. Tu spoil. Ah, pardon. Ah, ouais, attends. Pardon, j'ai... Non, vous écoutez jusqu'à la fin pour savoir lui. Sa théorie. La vérité. La meuf, c'est du YouTube game. Quoi. Vous écoutez jusqu'à la fin. Oui. Nous, on est là. On tirerait pas une carte juste pour le plaisir. Si moi j'avais pas la théorie, en plus, c'est la vérité qu'il va dire. Voilà. Est-ce que déjà, les filles qui ont bâclé cette affaire intentionnellement... Est-ce qu'il y a vraiment besoin de Ouais, mais en fait... Bon, après, on peut tirer d'autres... T'énerve pas. Mais il y a une série sur ça, genre comment les flics ils se sont occupés de la mort de Tupac et tout. C'était sorti sur Netflix. Oui, une série. Ah non, c'est Big. Un truc comme ça, mais c'était vraiment une fiction par rapport. Mais on n'a rien appris. Non. Bah c'est le problème, parce que c'est nous qui allons leur apprendre des trucs avec les tecards. Ah oui. La police en tire la carte des amoureux, de lovers. Le problème des amoureux, les amoureux, c'est qu'il y a un choix. C'est que tu peux être partagé entre deux. La carte des amoureux représente 2 personnes. Et c'est aussi une carte de choix. Donc, ça peut être l'idée qu'ils avaient le cul entre 2 chaises. Et que peut-être qu'ils étaient partagés entre la police de Los Angeles et la police de Las Vegas. Je dis peut-être une connerie. Non, c'est possible. C'était quoi la question? Est-ce que ça a été bâclé intentionnellement? Ok. Donc là, c'est partagé en 2. Il y a un choix à faire. Et...
Ça peut être une carte d'hésitation, donc je ne sais pas comment l'interpréter, très honnêtement. À l'intérieur de la police même, il devait y avoir des pros Tupac et des mecs corrompus Chuck, donc ils ont eu du mal à faire le choix. On s'en tirerait pas une deuxième, juste pour être sûr. Mais je sens que t'es trop chaud sur la carte, ça me fait trop plaisir. Ouais, on va voir. Il y en a 12 qui sont tombés. C'est tous les membres des Outlaws. C'est pas du tout télégénique. Merci. Alors, page de coupe, c'est de l'amateurisme. Hein. Dans ce contexte-là, le page de coupe, c'est de l'amateurisme. Alors, ça peut être des personnes qui n'étaient pas forcément... Ils n'ont pas mis les plus gros enquêteurs, tu vois. Ils n'ont pas mis Inspecteur Gadget, Inspecteur Colombo et Inspecteur... qui, pour toi, sont les meilleurs enquêteurs. C'est connu, non, c'est des amateurs. Et Maigret. Et effectivement, au sein même des équipes qui s'en sont occupées, ils étaient tiraillés entre deux, peut-être, autorités ou deux avis divergents. Pas ouf. Ok. Pas gage de sérieux. Ouais. On peut pas. Vas-y. Attends, on peut aussi préciser quand même que Tupac, avec Thug Life, tout ça, il y a plein de footage où il est genre derrière des keufs et il leur fait des doigts d'honneur. Il y a plein de trucs où il leur crache dessus. C'est pas l'ami de la police. Ouais, ça, c'est sûr que. non. Ça te motive pas, ouais. Eh oui, ça te motive pas quand t'es keuf. On n'a pas énormément parlé. On a juste dit qu'il était militant, mais il vient quand même d'une famille extrêmement militante. Ah bah oui. Ça rigole pas du tout. C'est-à-dire que tous les membres de sa famille sont des Black Panthers, qui sont en tôle recherchés. Lui, il a beaucoup déménagé parce qu'en réalité, sa mère était un peu recherchée. Quoi. Et sa mère, elle avait le FBI sur les côtes. Oui, tout à fait. Et quand elle s'est fait serrer, c'est elle qui a témoigné toute seule dans la cour du trib. C'était déjà Tupac, sa mère. Donc, il faut aussi se mettre du côté de la police, qui est un organe, en fait, c'est un gang à part entière aussi. Et quand t'as un gars qui participe activement à te pourrir ton quotidien, parce qu'au-delà de t'envoyer des pics dans les chansons, en fait, à l'époque, les idoles, c'était pas comme maintenant. Il y avait pas les réseaux, les trucs, donc on les mettait vraiment quand c'était des stars. C'est pareil avec Michael et tout. C'était vraiment des guides pour l'opinion publique. Ouais. Donc, quand Tupac dit les keufs, nanana, bah c'est compliqué après pour eux quand lui il se fait abattre de dire bon allez les gars on va résoudre cette affaire parce que c'est important de dire la vérité au peuple. À l'intérieur obligé il y en a 2-3 qui sont pourris, qui sont aigris, qui sont racistes, il y a 1 milliard de trucs qui sont possibles et qui ralentissent l'enquête volontairement, tu vois. Donc par rapport aux pages de coupe oui. Bon, effectivement, on a tiré les cartes histoire d'eux, mais on voit bien que l'enquête, c'est pas, c'est mais pas même dans les cartes, l'enquête, elle est pas résolue au final, quoi. Non. On peut pas continuer cet épisode et partir sur les suspects, les théories, etc., sans parler de la mort de Biggie, ce qu'on va faire juste après les publicités. Donc, je le disais, on peut pas éviter de parler de la mort de Biggie, qui est la mort antagoniste de celle de Tupac West Coast. Donc, c'est 6 mois après, on est le 9 mars 97, et Biggie est en promo à Los Angeles pour son album Life After Death, et très spécifiquement pour son titre Hypnotize, et il est invité à remettre un prix lors des Southern Music Awards. Il est en terre ennemie, le gars, quand même. La guerre East Coast, West Coast, elle est bien entamée. Donc, quand il monte sur la scène pour donner le awards à Tony Braxton, il est hué par une partie du public, et il se dit, bon, ok, tranquille, je vais juste aller à un after avec mon gars Puff Daddy, et après... je vais rentrer chez moi. Ils sortent de cet after à 00h30. Même modus operandi. Dans la voiture, Biggie, il est sur le siège passager. Didi, il est carrément dans une autre voiture. Voilà, il s'est dit, je vais prendre une autre bagnole. C'est pas lui qui conduit. Et à 00h45, ce soir-là, la voiture s'arrête à un feu rouge après avoir roulé genre 50 mètres. Et t'as une Chevrolet qui s'arrête côté passager. Son conducteur baisse sa vitre et il tire 5 coups de feu, dont 4 touchent le rappeur. Le même nombre de coups de feu. Dans la poitrine. Et il est pareil, il meurt pas sur le coup, il est transporté à l'hôpital en urgence et il est déclaré mort à 01h15. On en parle parce que c'est très important de comprendre que pour tout le monde, c'est la guerre East Coast West Coast qui tue l'un et l'autre. C'est 2 monstres sacrés aux États-Unis à ce moment-là. Dans le rap, c'est Tupac, Biggie. Et d'ailleurs, depuis, ça a toujours été Tupac versus Biggie. Alors que, bon, c'est comme... Moi, je suis pas trop pour choisir, mais c'est pas trop mon délire. Il faut que ça soit compris. On revient à la mort de Tupac. On va essayer de pas aller trop dans le deep, mais il y a plusieurs suspects, tous un peu dans la même équipe, quand même. Donc, le fameux Anderson, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le gars qui a été tabassé. Lui, c'est la police de Vegas. Ils se posent pas la question, ils se disent c'est lui.
Les gars, ils travaillent pas trop quand même. Hein. C'est un membre Vraiment, des Crips, on le rappelle, donc le gang oui. opposé. Voilà. Bon, il est interrogé une fois, il dit c'est pas moi. Et vraiment, c'est la fin de l'anecdote. Il est pas Merci, inculpé. monsieur, pour cette Merci, information. monsieur le commissaire. Et lui, c'est pareil, hein, la vie faisant bien les choses. 2 ans plus tard, en mai 98, il est tué dans une fusillade à Campton. Alors, c'est pas une affaire liée, on va pas commencer à dire tout est lié parce que à ce moment-là, quand même, les gens se tuent de manière assez régulière dans les gangs et à Campton. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il emporte ses secrets avec lui, si tant est qu'il en ait eu. On reparle vite fait de Kifidi, on en a beaucoup parlé, mais on va être très clair sur qui c'est. Tu veux nous en parler, Arthur ? Bah, c'est un assassin. D'accord, non, alors Suffit- tenez vos Moi, invités, s'il vous plaît. Pour moi, c'est un shooter, ce qu'on appelle, quoi. C'est un mec, tu lui donnes de l'argent, il tue des gens, quoi. D'accord. Donc ça, on a compris, c'est ta théorie numéro uno. Mais c'est pas avéré, ça. Il a pas été. C'est un leader des Crips, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et il est un peu connu pour... Tenez vos gars, si vous voulez. On essaye de suivre un conducteur ici. De quoi ? On essaye de suivre un conducteur. Je sais pas, concentrez-vous. C'est effectivement un leader des Crips. C'est un vrai bad boy. Enfin, je veux dire, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est pas une personne fréquentable, tu l'as dit. Jusqu'à maintenant, dire son nom, c'est... très rare, si ce n'est jamais le cas. En 2008, dans le cadre d'une enquête de la LAPD sur le meurtre de Biggie Small, c'est pour ça qu'on en a parlé, lui, il accepte un accord. Il se dit « Ok, je vais commencer à parler en échange d'une protection partielle de la police. » Et dans cet entretien, on lui demande rien, le frère. Il dit spontanément « Je sais des trucs sur Tupac. » Il nous tease de fou, là. Il avait le thé, il nous a servi brûlant. Voilà. Moi, je suis toujours un peu... je trouve ça suspect, les gens qui disent d'eux-mêmes, je sais un truc. On t'a rien demandé, gars. Franchement, reste dans l'anonymat. 10 ans plus tard, il y a un doc Netflix. C'est pas une fiction, c'est un doc qui s'appelle Unsolved. Et c'est en fait une séquence télévisuelle qui va avoir plein de, comment on appelle ça, de conséquences hyper directes. Lui, il dit, voilà, moi, j'étais dans cette Cadillac blanche la nuit du meurtre. En gros, c'est un gars qui s'appelle Terrence Brown qui conduisait. Moi, j'étais sur côté passager. Et derrière, il y avait Orlando Anderson et un autre gars qui s'appelait DeAndre. J'adore ce prénom. Ouais, DeAndre Smith. Et ils sont derrière. Okay, donc, on est 4 dans la bagnole. Moi, je peux pas vous dire qui a tiré. Par contre, c'est un des 2 gars qui était derrière. Mais je peux pas vous dire qui a tué parce que le code de la rue, tu vois. C'est Kifidi qui dit ça. Kifidi, dans le cadre de son fameux accord, là, il dit, moi, je sais j'étais dans cette voiture. C'est toi qui as tiré, Kifi. Alors, en vrai, si tu réfléchis ici, on va faire... T'as ton permis ? Oui, t'es pas de Paris. Excusez-moi, la réponse est dans la question. Alors, t'as les 2 voitures. Si t'as Tupac côté passager à droite, quelqu'un qui a tiré, c'est à mon sens forcément quelqu'un qui est à gauche dans la voiture. Donc, c'est soit le conducteur, soit la personne qui est derrière le conducteur. Donc, en disant qu'il était passager, qui finit se dédouane. Bon, et donc, c'est donc forcément un des 2 autres. Le problème, c'est qu'en fait, le gars, littéralement, il dit ça face à une caméra. Donc, bon, la police regarde Netflix, j'imagine. Bah, j'espère. Non, j'espère parce que vu comment ils font leurs enquêtes, plus vite les enquêtes. Bah oui, c'est clair. Mais est-ce que vous pensez qu'on en apprendra en août vraiment, cet été, par rapport à tout ça ? Bah, je sais pas, on en reparlera un petit peu plus tard, mais là, tout le monde, littéralement, est un peu mort. Tout le monde est un peu mort, ouais. Ça va être un peu... Par contre, moi, je veux bien qu'on demande aux cartes qui tirent qui tirent les ficelles dans cette affaire. Vous savez ce que je vais faire ? J'ai une super idée. Ah, allons-y. Je vais reconstituer la voiture. Oh, waouh. Regarde. Avec des fiches. Avec 4 cartes. Parmi les 4, je te dirai quelle est la personne qui a tiré. C'est une nouvelle disposition. Alors, on n'a pas fait de disclaimer. J'arrive pas à savoir si c'est génial ou un péché de ouf. Oui, alors d'abord, on rappelle que c'est un divertissement. Ça ne se substitue pas à une enquête de police, même si c'est le principe de cette émission, ou à un diagnostic médical, psychiatrique. C'est un divertissement. Si tu fais ce truc qui est, à mon sens, un truc de génie, il faut bien que tu les montres d'abord Je vais les montrer. à la caméra, parce qu'on n'a pas de caméra, on n'a pas de drone. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle le fasse. Je vais faire ma voiture là. Donc on est d'accord que la voiture, ici c'est le conducteur. On a le passager ici. Je décris parce qu'on n'a pas de caméra au-dessus. Tu as tiré 4 cartes qui sont en carré. Chaque carte représente un passager de la voiture. Elle va dans ce sens, la voiture. Hein. Elle va dans ce sens. Elle avance comme ça. Par qui on commence ? Par le conducteur. Mais attends, moi je reprends mes petites notes pour voir si Kifidi a dit des bêtises ou pas. Non, mais c'est quoi les questions ? C'est qui ? Qui des 4 a tiré ? Qui des 4 a tiré, ok.
Mais on ne sait pas vraiment Il faut que qui je est assis retire les exactement 4 d'un comment. coup Mais et je vais vous dire ça. L'ermite, le cavalier de bâton, le cavalier de coupe et le roi d'épée. on les montre à chaque fois. Donc, Alors, en côté, je vous montre la voiture. côté conducteur. Côté conducteur, hop. On est où là? On est en dessous de... Non, attends, Ouais, c'est c'est pas ça. bon. Ton cerveau, il a vrillé. Ouais, c'est bah oui, hilarant. Je attends. l'ai vu en temps Comme ça. réel. T'as pas compris comment inverser. Ok. La personne qui a tiré parmi ces 4 cartes est le cavalier de bâton et c'est la personne qui est côté passager. Mais excusez-moi. Attends. Alors, non, mais je peux expliquer. Mais c'est complètement La biaisé, parce que personne toi, dans qui ta a tête- donné l'ordre et le roi d'épée, c'est celle qui était... Putain, je vais mourir. Mais on sait pas qui C'est était soit derrière. Orlando Qui fait dire- Anderson, soit DeAndre Smith. C'est qui a dit go. Attends. Ah oui. Ça, c'est le dans deux- les personnes à l'arrière, il y a quelqu'un qui a Qui a donné dit le c'est go. go, commanditaire. c'est le roi d'épée. Alors, je vous explique pourquoi. L'ermite, il conduit. Pour moi, l'ermite des 4 est celui qui est le moins suspect, coupable, etc. Ok. Le roi de coupe, celui qui est derrière le conducteur, il est pas trop concerné. Donc, pour moi, c'est pas lui qui a tiré. Le cavalier de bâton est le personnage du tarot des plus impulsifs et le plus proactif. Donc, pour moi, des 4, ce serait celui qui a tiré. Et le roi d'épée, dans le tarot, est la tête, le cerveau de l'opération. Je peux dire quelque chose. Vraiment, Voilà. calmez-vous. Est-ce que tu ne penses pas que ton interprétation du tirage est biaisée par ton intime conviction? Mais non, parce Mais, que Sarah, je te le dis, le cavalier Moi, je de sais bâton... comment qui est assis comment. Mais on tu l'a- peux on vient me- de On passer l'a chez dit le avant. On On l'a l'a dit dit. avant. Ouais. On a dit la voiture, elle va dans ce sens-là. Oui, mais on a dit on le tout- on a tout passager verrouillé. et qui finit. Non, mais On l'a dit. n'importe Oui, c'est lui quel qui l'a dit. tarologue te C'est dira, parmi ces 4 cartes, la personne proactive du groupe est le cavalier de bâton. Et là, c'est Kifidi lui-même C'est qui Kifidi. dit j'étais passager. pour moi, c'est lui qui a tiré. Ne faites pas de moi la méchante cartésienne. C'est vraiment le. Mais je t'apporte une précision qu'on n'avait pas, c'est la tête pensante se trouve derrière Kifidi. D'accord. Donc Le c'est cerveau soit de l'opération, Orlando le Anderson, commanditaire. soit DeAndre Smith. Ouais. Vous m'avez épuisé. Voilà. Arthur, il veut plus jamais partir, il veut que résoudre Ah ouais. tous les, Oui, mais c'est- tous- c'est toutes Je les sais plus affaires. quelle heure il est et tout. Ça fait déjà 16 heures qu'on est dans ce Problème. studio. Ok, bah très bien. On avance un tout petit peu On en avance. juillet 2023, plus récemment. Hein. Oui, il y a la police. La Tu veux que je le police, fasse si oui, t'es non, parce que je suis fatigué des perturbée. Non, c'est justement la police perquisitionne donc la maison de Kifidi dans le Nevada. Il réquisitionne les tablettes, les iPhones, il a 5 ordinateurs, les clés USB, les disques durs, etc. Et un exemplaire du magazine Vibe consacré à Tupac, ça c'est pour la petite anecdote. Et en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il chercherait des confessions, des notes, des écrits, de n'importe quoi qui pourrait faire un lien concernant le meurtre de Tupac. Et on arrive donc au mois de septembre, le 29 septembre 2023, 27 ans après le meurtre, Kifidi est arrêté alors qu'il se promène près de chez lui. Un grand jury du comté de Clark l'inculpe. Ça y est, il est inculpé au meurtre au premier degré avec usage d'une arme à feu. Et c'est assez étrange parce que Kifidi, quand on le voit et quand on l'écoute, c'est presque comme s'il attendait un peu ce moment. Il peut avoir un côté de « Ah, enfin, je vous l'avais dit ». Enfin, c'est... Après, c'est un peu une attention war. Hein, Ouais, parce qu'il il y a a quand un même truc, écrit un bouquin en 2019 qui s'appelle Compton Street Legend, Oui. où il décrit le meurtre de Tupac par le menu. Bon, après, il vient pas t'étonner. C'est une girouette, en tout cas. T'étonnes pas qu'on vienne d'un moment de t'arrêter, quoi. Oui. C'est littéralement, c'est vrai, c'est faux, on sait pas, mais t'as écrit noir sur blanc. Oui, il faut pas coupable. t'étonner, quoi. Ouais, faut pas Il y a- tomber de sa chaise, en tout cas. Il y a son avocat d'ailleurs qui le dit, qui dit, écoutez, donc son avocat Karl Arnold, qui dit, mon client il mentait en fait quand il vous a dit ça. En gros, c'était pour le buzz. Quand il a fait ses déclarations publiques, voilà, c'était du mytho. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec Kifidi. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Alors, on a bien compris ce que tu pensais de Kifidi, mais à ton avis, le livre et tout, c'est buzz ou c'est, Ouais. c'est je veux attirer l'attention sur moi ou je veux dire tout avant de mourir? Bah, en fait, nous, on le voit du côté où pour nous, tuer quelqu'un, c'est un truc de ouf. Et en fait, pour lui, tuer quelqu'un, c'est pas un truc de ouf. Et du coup, Oui, c'est un vrai gangsta. que Kifidi, faut que pas ce oublier. soit lui qui a tué Tupac ou pas, il y voit évidemment un moyen de faire de l'argent et de gagner en popularité qui lui permettra à terme de vendre plus de livres. Mhm. Donc, pour moi, il a un seul objectif, c'est capitaliser, puisque de base, il a le crédit de c'est un assassin, c'est un murderer, et tout le C'est monde vrai. le sait aux États-Unis. Donc, il aurait
si on regarde les choses froidement, il aurait tout intérêt à faire durer le suspense parce que le suspense, c'est ce qui fait vendre. C'est vrai. Je repense au tirage qu'on vient de faire, où il dit qu'il est du côté passager. S'il faut, il n'était pas du côté passager. Il dit ça pour se dédouaner, mais dans tous les cas, c'est voilà. Ça me fait penser. Moi, S'il je faut, c'était pense lui que qui ce était là. tirage n'est pas vrai parce que je vais vous expliquer ma théorie Très bien. juste après. Bon, il y a un procès qui est prévu. Oui. C'est quand? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est quand? C'est le 10 août 2026, s'ils se tiennent au planning. Voilà. Il est incarcéré pour l'heure, pour le moment, au High Desert State Prison du Nevada. Là, il purge une peine et puis on va voir. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qu'il va nous apprendre. On arrive à ce moment tant attendu qu'on spoil depuis le début de l'émission. Qui a tué vraiment? On arrive à la vérité, à la vérité, peut-être, je ne sais pas. Mais si vous me demandez mon avis, je vous donnerai. On va te le demander. Quelle est votre théorie qui a réellement tué Tupac? Arthur. Pour moi, c'est Kid Dans le Cudi. calme. Dans le calme et la sérénité. Pour moi, c'est Kid Cudi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'Eminem l'a dit. D'accord. Ah oui, parce que tout ce que tu viens de nous citer. Est-ce que tu as d'autres arguments que... Non, mais en fait, c'est un sacré argument. Eminem l'a dit, ouais, c'est pas parce que je suis fan d'Eminem, c'est parce qu'Eminem, il est très rattaché à Dre, donc à NWA, donc à la West Coast, donc aux origines de Tupac, du transfert à Death Row, il est au courant de toutes les affaires. C'est quelqu'un qui parle jamais de trucs comme ça sans avoir des sources. D'ailleurs, même quand il parle de Chuck dans sa carrière, il parle pas de Chuck parce que truc de ouf, sur le morceau Like Toy Soldier, où il parle en fait des gunshots et des... Il parle de ça en fait, il parle de la mort de Biggie, de Tupac, machin, et ça veut dire comme les petits soldats de plomb. En gros, c'est une métaphore sur que représentent les rappeurs à l'intérieur des business, des gangs. Ce sont des petits soldats de plomb qui tombent les uns après les autres. Pour l'anecdote, dans le clip, il met en scène son meilleur ami Proof qui se fait tirer dessus et qui meurt 1 an après en se faisant tirer dessus, exactement comme Tupac qui se met en scène en train de se faire tirer dessus et qui meurt 1 an après. Ok. Et dans le morceau, il dit je me suis jamais mêlé de ces histoires machin. Not even if I could, même j'aurais rien dit même si j'avais pu. I went through my whole career without ever mentioning. Et là, il y a un blanc. Il dit pas le mot. Mais le mot qui rime avec could, c'est Shug. Donc pour toi, c'est commanditaire Shug, tireur Kifidi. Ouais, enfin, à l'origine, Didi, commanditaire, le gars qui est en mesure de donner le go et d'avoir un shooter efficace, c'est Shug. Et le gars qui tire, c'est Kifidi. Mais franchement, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. J'aimerais bien savoir ta théorie. Elle est très simple, elle est en 2 temps, selon les années de ma vie. Jusqu'à des années 2000 à peu près, puisque bon, en 97, moi on était déjà un peu adultes, on était pré-adultes. Jusqu'à il y a quelques années, c'était Suge Knight. Ok. Beaucoup basé, du reste, sur un peu la légende urbaine du documentaire Biggie et Tupac, hein, qui date de 2002, où on te dit c'est Suge Knight qui a fait tuer Tupac, il devait machin, c'est les royalties, l'argent. Ce qui a créé chez moi une espèce de petite phobie qui n'existe, donc qui n'a pas de nom, un peu une phobie de Death Row, de tout ça. Ok. Bon, ça me faisait assez peur. Et effectivement, plus ou moins récemment, selon ton niveau d'information, moi c'est assez récent, il y a quand même toute la théorie Didi qui émerge. Parce que pour moi, c'était très clair que Didi avait tué Tupac et que Suge Knight avait Didi avait tué fait tuer Biggie, et que Suge Knight avait fait tuer Tupac. Tout ça pour des histoires de label versus label. Mais en fait, plus on apprend sur Puff Daddy, plus on apprend aussi ses implications, et plus il est dans la sauce pour plein d'excellentes raisons, plus les langues se délient autour de lui. Aujourd'hui, moi, c'est ma théorie, c'est qu'effectivement, c'est Kifidi qui d'ailleurs, il l'a mentionné dans le documentaire de 50 récemment, qui est sur Netflix et qui s'appelle The Reckoning. Qui est dispo là depuis quelques mois. C'est ce fil-là qui est tiré, c'est que Puff Daddy était jaloux de l'amitié entre Tupac et Biggie à l'ancienne, qu'il s'en est jamais vraiment remis, donc il a fait tuer Tupac pour garder Biggie dans son escarcelle, et que donc c'est lui qui a... Et d'ailleurs, il y a un mec qui a pas de source, il y a un mec. Il y a aussi... en fait, voilà, dans tous ces documentaires-là, on dit que Puff Daddy aurait filé 1 million
de dollars pour tuer Tupac et Suge Knight, je sais pas si vraiment, qui que tu sois, quelle que soit la somme, il faut être extrêmement solide sur ses appuis pour aller shooter Un peu Knight. bourré, un mec. Ouais, un peu bourré. Ouais. Donc voilà, ma théorie actuelle, c'est commanditaire Puff Daddy, shooter Keffe D. Et il y a même l'ancien cofondateur de Bad Boy Entertainment qui s'appelle Kirk Burroughs qui a dit dans le documentaire de 50 Cent, je pense que Sean, qui est le nom de naissance de Puff Daddy, que Sean a joué un rôle important dans la mort de Tupac. Ouais. Et moi, pour l'anecdote, ce matin, j'ai mis une story en disant je suis invité dans un super podcast pour parler de la mort de Tupac. Est-ce que vous pouvez me donner un seul mot sur ce que la mort, votre ressenti, vos machins et tout. Merci. Et le mot qui ressort le plus parmi toutes les réponses, et il y en a beaucoup, c'est jalousie. Ouais. Jalousie de Didi, jalousie de Didi. Donc en gros, sachant que c'est une communauté qui est très axée hip-hop et qui se bute aux significations au truc, la grosse théorie, c'est jalousie de Didi. C'est peut-être assez compliqué à comprendre pour les auditeuristes, ce truc de jalousie de gros bonhomme, mais en fait, c'est pas du tout le sujet de ce podcast, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Puff Daddy, il était comme ça, il était très... comment on dit Si je peux donner ma théorie. Oui, et après, attends, je trouve... Non, parce que c'est ce mot-là. ça. Ah bah vas-y alors. Parce qu'en fait, pour moi, c'est absolument 1000% Didi. Okay. Et j'en suis plus que convaincue, vu que j'ai décortiqué le procès, j'ai passé des mois et des mois à tout décortiquer sur le personnage. Et effectivement, même si j'avais l'ombre d'un doute sur Suge, alors on va pas innocenter le mec, hein, le mec c'est pas un enfant de cœur. Je pense que c'est aussi une et question je pense qu'il n'a d'époque. absolument rien à voir avec la mort de Tupac. Parce tout simplement, mais genre rien à voir. Pendant très longtemps, je suis assez d'accord avec toi, pendant très longtemps, à l'époque où ce fameux documentaire de Nick Bloomfield est sorti, au début des années 2000, il y avait des images donc où il dit c'est Knight. Il y a pas de discussion, c'est pas on a fait une enquête machin. Il y avait aussi des images à ce moment-là. Knight était en prison. Il y avait des images très très connues de Suge Knight derrière les barreaux en train de fumer des gros cigares. T'as envie que ça soit. En fait, ça rentre bien dans le narratif aussi. C'est ok, moi je suis derrière les barreaux, mais même derrière les barreaux, si tu me balances, je peux te tuer. Donc je suis assez d'accord. Pour moi, il a commandité et je pense même que effectivement, ça l'arrangeait d'envoyer aussi son poulain Biggie dans la gueule du loup à Los Angeles. C'était tellement plus simple de le faire tuer dans la fosse au lion, puisqu'il n'était pas le bienvenu là-bas. Donc je pense qu'il est responsable des deux morts Didi. Voilà, je mets tout sur la gueule. Et d'ailleurs, si on suit le délire des enfants intérieurs et de ce à quoi ça les amène, Didi, son enfant intérieur, il est méga blessé en termes de manque de reconnaissance de malade, et c'est l'inverse en fait de Tupac et de Biggie. L'absence de talent. C'est l'absence de talent, c'est l'absence de travail par rapport à l'artistique. Et du coup, il y a toutes. En fait, si on met ces trois gamins dans une cour de récré, c'est limpide. Oui. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, effectivement, il est entouré que de gens pas juste talentueux, de génies absolus. Ah oui. Par contre, il sait les repérer. Hein. Ça, c'est très bien les repérer. Cassie et tout. Est-ce qu'on se fait un petit dernier tirage sur l'implication de Didi? Ouais. Allez. Moment, c'est une carte qui n'existe pas, il va écrire oui. Je suis complètement biaisée, je vais complètement surinterpréter. Non. Implication. Attends, c'est quoi la question? Ah non, il y en a deux cartes, on n'en veut qu'une. Oui, il faut poser une vraie carte. Quelle est vraie question. Pardon. Quelle est l'implication de Puff Daddy dans la mort de Tupac? Le degré d'implication, genre. Ok. Ouais, degré d'implication. Voilà. Vous avez votre réponse? Oh mon Dieu, je vais crever. Elle a bien sauté. Benjamin et Elisa, nos producteurs, ont tourné la tête pour aller la voir. The Devil, le diable. Le diable qui tient les rênes, c'est le manipulateur, c'est le marionnettiste. Dans ce contexte-là, dans une affaire criminelle, effectivement, c'est pas le... Voilà, c'est le commanditaire. Oui, Didi, 100%, 1000%, bien sûr. C'est pas une dinguerie ce qui vient de se passer. Non, si c'est franchement... Mais si c'était normal, là, il y a un silence de mort. Fait ça, et elle est tombée, parce que avec le diable qui nous regarde en 3D. Trop bizarre. C'est vrai que c'est... mais Didi... Ça a été filmé le moment où elle a mélangé ou pas? Tout est filmé. On peut zoomer et tout. On fera une incruste en slow motion. Qui va écrire l'histoire du podcast déjà qu'on va se séparer. Un slow motion sur Didi. Mais Didi, on va chercher qui est Didi dans l'affaire de... Chaque fois que je tire les cartes sur Didi, il y a des dingueries comme ça. Et la dernière fois, c'est la mort. Enfin, non, Didi, c'est du lourd. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est ça qui va nous faire ses pairs. Ouais, il est commanditaire. Là, ça y est, c'est terminé. On peut arrêter maintenant le podcast. On va le procès. J'ai amené ça au procès. Mais toi, tu as l'air d'encaisser la nouvelle. Non, parce que je l'ai déjà. Parce qu'on va amener ça au procès. On explique peut-être à Arthur que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Enquête Tarot, où elle fait des enquêtes
Quête, Toutes les enquêtes, avec des quarts de temps. Mais là, c'est pas un des trucs les plus fucked up qui te sont arrivés dans ta vie, genre? Non, mais Avec quand les même, cartes. Mais la là, meuf, elle parle aux morts, en fait, donc à qui tu parles? Elle, Non, elle mais dort avec Janis Joplin, là, quand le même, cadavre directement. bon, ça fait plaisir parce que ça confirme un petit peu nos soupçons, quoi. Sachant que t'en as fait tomber 2 avant et que ouais. t'as dit non, il y en a 2 et tu les as remis dans le Oui. paquet. Hein. Ok. On va conclure gentiment dans On le va calme et conclure la gentiment, sérénité. bien sûr. Alors, Tupac est mort, hein, on le sait maintenant à 25 ans. Orlando Anderson, le principal suspect à l'époque, est mort en 98. DeAndre Smith, le potentiel tireur selon le grand jury, est mort. Terrence Brown, prétendu conducteur de la Cadillac, est mort. Yaffe Kadhafi, le seul témoin oculaire qui avait vu le tireur, est mort. Il reste aujourd'hui que Kifidi, qui est le seul mort encore, le seul mort encore vivant, le seul homme encore vivant, inculpé dans cette affaire, dont on l'a dit, le procès est prévu pour août 2026. Aujourd'hui, Tupac Shakur, c'est 6 albums studio à son actif. C'est depuis sa mort 12 albums posthumes qui sont sortis. Un des plus grands artistes de l'histoire du hip-hop, un des plus grands vendeurs. Les fans ici présents se rendent toujours à l'intersection de Flamingo Road et Covell Lane. Biggie Small, on l'a dit, a été tué quelques mois plus tard. Son meurtre non plus n'a jamais été résolu, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera une autre fois. La guerre East Coast-West Coast, c'est presque officiellement arrêté dans la foulée parce que là les gens avaient un peu peur. J'ai lu ce matin d'ailleurs qu'il y avait pas mal de gens de la team West Coast qui, après la mort après Tupac ça allait, après Biggie se sont dit voilà, en fait, c'est un peu chaud. La goutte d'eau. Je vais rétropédaler. Ice Cube a dit moi j'ai pris peur, je me suis un peu terré chez moi. Et c'est ainsi presque que s'achève cet épisode. Moi, j'ai trop kiffé. Reparler de rap. Ça fait 76 jours qu'on enregistre. Est-ce qu'on ne tire pas une dernière carte pour la route? Alors déjà, toi, est-ce que tu as des questions encore à poser aux cartes? T'es là, hein, il faut profiter. Moi, j'en ai une dernière pour après. Mais... Moi, je tiens avant tout à vous remercier. C'est toujours un plaisir de faire des podcasts à propos de rap et tout. Et là, l'accueil est à la fois pro et on a une certaine liberté à l'intérieur de ça. Et c'est vraiment trop agréable. Donc, merci pour ça. Ça restera un souvenir trop cool. J'ai appris plein de trucs grâce à vous et tout. Donc, ouais, je suis hyper content. Et des meufs qui rencontreront des rappeurs sous des prétextes fallacieux. Ouais. Enfin, moi, c'était toujours dans le cadre du travail. Ça nous a confirmé. On a résolu. Est-ce qu'on a résolu encore une affaire? On a encore une affaire résolue. Moi, la carte de la dernière. Non, donc voilà, je suis vraiment hyper heureux de ce qui vient de se passer. Est-ce que je peux tirer une carte? Ouais, je suis chaud. Ouais, si t'as envie. Par rapport à Eminem, si tu veux, ouais. Par rapport à mon spectacle. Par rapport à ton spectacle, qui hier nous a dit est-ce que je vais devenir... Non, il y a un invité hier qui nous a demandé s'il avait trouvé un mec. Bah oui. Je suis bien de ce côté-là. En ce moment, je vais essayer de toucher à rien, du moins de pas m'en remettre aux cartes. Parce qu'elle est hyper sympa. Je vais partir sur... mon spectacle. Est-ce que je dois, en gros, chercher... Est-ce que je dois le laisser en l'état ou continuer à creuser par rapport au petit sillon que ça ouvre et tout ça? Est-ce que je dois revoir la formule? Parce que je reprends... Les cartes, elles sont pas... Capter ta question, elle est archi longue. Les gars, j'y reviens. Est-ce que je dois modifier la formule de mon spectacle? Voilà. Moi, je me comprends, en tout cas. Voilà, avant de comprendre. Ok, trop bien. Ok. L'As d'épée, qui est la carte, je te le dis pas pour te saucer, des visionnaires, des génies, des avant-gardistes. En l'état, il est déjà très très bien. Super. Voilà. C'est ce que le tarot te répond. Donc, je mettrai sur un prochain spectacle, parce que j'ai des envies, mais parfois, il faut pas mettre du couscous dans la pizza. Là, parce qu'on aime le couscous. Ou du lobster dans les pizzas. Excusez-moi, moi je m'en suis pas remise. Mais c'est Mike Tyson qui fait cette erreur, donc on lui laisse. Ok, bon. Super. Moi, j'ai une dernière question pour les cartes et après on va conclure parce que vraiment tout le monde a envie de crever dans ce studio. On est chiant. Quelle est la carte qui représente le mieux Suge Knight et pourquoi elle fait peur, quoi qu'il? Charismatique, le bonhomme. Allez, Suge Knight. Ouh. Hop là. Le chariot. L'auto-entrepreneur, on en a parlé du chariot, on l'a déjà tiré. Le chariot, c'est une carte de détermination, jusque-boutisme, volonté. Et puis, en fait, il se retourne pas trop. C'est-à-dire que les dommages collatéraux, bon, ben voilà, c'est juste un petit caillou dans le pied et puis il faut quand même continuer la route. Hein. C'est très Suge Knight. Ça avance. Incroyable. C'est trop bien.
Ouais. Merci mille fois, Yana, pour Merci à toute toi. ta carrière, ton expertise avec les cartes, Pour ma carrière. ta carrière du jour. Ouais. Merci à Arthur Merci. d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé de cette affaire ouf avec nous. On est trop contents. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Avec plaisir, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. J'ai une page dédiée au décryptage de rap, au double sens, au triple sens, ça s'appelle The Marshall Method sur Insta, TikTok et YouTube. J'ai mon compte perso à moi où je fais plus des trucs rigolos avec ma mère et des amis à moi, ça s'appelle arthur.gmz. Et surtout, vous pouvez me retrouver au Théâtre de 10h à partir du 18 septembre à Pigalle dans mon spectacle Please Stand Up qui tourne autour d'Eminem, du fait d'être fan, du fait de déléguer son cerveau à des idoles qui sont à la fois méga intéressantes, mais surtout des produits de maison de disques qui sont faites pour qu'on les aime, et ça vient soulever plein de questions lorsque on grandit et on s'éduque au travers de ces idoles. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, il y a du rap, il y a de l'humour, il y a de la tristesse et de la comédie. Moi, je suis allée, c'est très, très gaulerie. C'est pas un truc genre invitation, machin tout. Je suis allée avec mon propre argent, avec mes propres potes aussi. Et c'est très, très, très gaulerie. Vraiment, je suis trop contente d'avoir parlé de rap avec toi. On va parler, en fait, on va changer cette formule. Oui. On va faire que parler de rap avec Oui. des gens qu'on connaît absolument. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où certaines affaires ont tellement de suspects, en fait, qu'on pourrait faire un tournoi à élimination directe et on pourrait peut-être avoir une réponse. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, rappelez-vous que les rivalités musicales devraient normalement finir aux Victoires de la musique, pas dans une BM à Vegas. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner, nous mettre une excellente note sur la plateforme d'écoute que vous préférez, commenter sur YouTube, parler de nous à tous vos potes qui aiment les histoires plus ou moins sordides. Nos comptes Instagram, celui du podcast et celui d'Arthur, sont dans la description. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Captation Johanna Lalonde. Montage réseaux sociaux Olivia Pérez. Montage vidéo Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversherin.